Donc, bonsoir à tous et à toutes. Donc, ce soir, nous avons l'honneur de recevoir un homme assez connu dans la sphère nationaliste, en tant que militant, en tant que rédacteur d'articles et comme fasciste bien connu sur YouTube. Donc, en guise d'introduction, on commencera par cerner le personnage, qu'il se présente sur les œuvres qu'il a effectuées, son militantisme et son adhésion politique. Donc, quel fascisme historique, quelle est l'adhésion doctrinale et intellectuelle de laquelle il se rapproche, son positionnement politique, philosophique et ce que Florian voudra rajouter. Donc nous vous remercions tous en tout cas d'être venus, c'est un très grand honneur pour nous et je vous laisse la parole maintenant. Très bien, donc merci à Renard du Désert pour la présentation. Merci également à ce Discord, donc Aigle de Rome, de m'inviter. Ça me fait l'occasion de retravailler un petit peu mes sujets et d'en parler. Également, merci à tous d'être présents ici ce soir. On est pour l'instant une petite vingtaine et puis ça devrait gonfler un peu. Mais comme je disais tout à l'heure, l'important c'est de miser plus sur la qualité que la quantité, même si c'est toujours mieux de parler à un plus grand public également. Ce qui n'est pas toujours évident durant les vacances estivales, on va dire, ou disons le mois de juillet et d'août. Donc pour ce qu'il a été entendu de faire un petit peu pour l'architecture de cette soirée, pour cette intervention, c'était un peu de traiter des thèmes méréliens, en particulier le fascisme ou la monarchie. Je commencerai par ça. S'il y avait un petit ouvrage à la limite à recommander de Joseph Merel, pour ceux qui n'ont pas encore étudier l'auteur, limite ça serait peut-être de prendre l'abécédaire, même si c'est un livre assez gros. On a à chaque mot ce qu'il pense et les sujets qu'il aime traiter, donc en soi ça vous synthétise un peu le personnage, des fois que vous l'avez pas découvert. Pour les autres, j'imagine qu'il y en a dans ce salon vocal qui est au courant. Après, je vais le faire un petit peu à ma manière, donc moi c'est une pensée un petit peu plus synthétique pour ceux qui savent comment je travaille. J'ai une petite vulgarisation habituelle. Il y a toujours quelques petites agrémentations de citations aussi pour l'événement, mais voilà, je vais essayer en tout cas de circonvenir un peu le sujet un maximum, tout en étant relativement laconique. D'ailleurs, je pense pas faire trop long, laconique sans être lacunaire. Et donc c'est une certaine acrobatie, on en convient. Mais au moins ça laisserait peut-être un peu plus de temps pour après laisser débattre et échanger ensemble. Il me semble qu'il n'y a pas de chat ici. On dit un clavardage chez les Québécois. Clavardage, on bavarde avec le clavier. Donc sinon ce sera, j'imagine, Renard du Désert qui sert d'intermédiaire pour transférer un petit peu toutes les questions. Donc cet auteur, Joseph Merel, qui est un nom de plume et qui en a quelques autres d'ailleurs, donc quand on veut un petit peu savoir toute l'œuvre, faut rechercher. Mais voilà, a su mettre des mots sur une pensée profonde qui nous est propre et qui n'était pas forcément bien étayée au départ. Donc il a réussi à définir un peu nos aspirations, pour ceux qui l'ont découvert surtout un peu au début et en devenant néo-fasciste ou de formation assez radicale du genre. En tout cas, il a un même souci, de même solution, ou presque, puisque évidemment, le fait d'être d'accord avec 100% avec quelqu'un est jamais trop atteignable. En général, on a toujours des petites variances. Je sais pas si ça se dit, là je suis un peu un néologisme. Bon. Donc pour la construction un peu de cette intervention, je dirais que oui, c'est une petite série de phrases estimées assez percutantes. J'ai pris pas mal de sous-chapitres, on va dire, et j'essaierai d'enchaîner un petit peu pour envoyer des petites piques qui, j'espère, vous plaira, vous intéressera, vous fera réfléchir. Et donc en commençant par le thème fascisme-monarchie, comme je disais, le but fixé, c'est un petit peu de trouver des éléments pour établir une bonne doctrine politique réaliste, unitive, catholico-compatible, et comme je disais, agrémentée de quelques citations. Bon, cette fois, j'en ai mis assez peu, je commencerai par une et je terminerai par une, et peut-être deux petites au milieu, histoire de développer un peu les sujets. Donc d'ailleurs, pour commencer, pourquoi pas donner une déclaration de Joseph Merel qui était limpide pour le coup à Radio Courtoisie.
quand il était passé chez Serge de Beketch. Certains d'entre vous ont peut-être écouté l'émission. Je me souviens qu'on l'avait relayé avec Deus Vult ou moi-même sur mes sites internet à l'époque, quand on avait trouvé un petit peu le trésor concerné, le trésor susdit. Donc le livre journal de Serge Beketch, l'émission remonte au 30 mai 2001. Il y avait pas mal de phrases percutantes d'ailleurs dans cette intervention-là, et je vous en donne une en particulier par rapport au fascisme. Au sens étroit, le fascisme est une doctrine politique proprement italienne. Au sens large, une tentative européenne personnalisée par le génie des nations qui ont essayé de le promouvoir. C'est une tentative européenne de refonder l'ordre d'Ancien Régime avant la grande cassure de 1789, mais en évitant de reproduire les travers qui ont précipité sa chute. Il s'agissait donc de refonder une société proprement organiciste et de refonder une aristocratie. Et donc à la question fascisme ou monarchie, ce qui est d'ailleurs sont deux mots qui ne s'opposent pas forcément, je commencerai en disant que il ne s'agit pas non plus de calomnier ou de dire du mal de la royauté à tout vent. Il faut tout de même respecter et témoigner un certain respect envers la royauté, ne serait-ce que par rapport à notre histoire, j'aurais dit en particulier en France d'ailleurs, où ça a été très présent et assez centralisateur, donc ça a eu son influence. D'autant plus que par rapport à la période post-révolutionnaire, disons que les ordres naturels et surnaturels étaient plutôt respectés, on va dire ça comme ça, donc ça a changé quand même grandement, et puis on a tout de même de sacrées personnalités historiques à notre actif, avec des Saint-Louis, des Louis XIV, des Richelieu, quand bien même on puisse émettre quelques réserves ici ou là sur tel ou tel acte politique, n'est-ce pas ? Pour répondre un petit peu à l'aspect monarchique, mais où on nous vend le côté royalisme obligatoire, vous savez, il est faux en tant que catholique, l'air de rien, puisque le magistère se prononçant là-dessus, et en particulier Léon XIII, qui avait des thématiques assez philosophiques et politiques, disait, de façon catégorique d'ailleurs, dans multiples encycliques ou déclarations, qu'il n'y avait pas de régime idéal sur Terre en fait. Bien qu'il soit permis d'avoir des préférences. Mais dans ces cas-là, il vaut mieux les afficher comme telles. Ou du moins argumenter concrètement et ne pas asséner un argument massu comme ça et magique qui viendrait dire regardez, le catholicisme a grandi avec la royauté, donc il n'y a que ça, tout le reste c'est anticatholique. Enfin là, ça serait un peu loufoque de dire quelque chose comme ça, ne serait-ce que parce que les formes de régime, ce sont des formes de régime en fait. C'est une sorte de bocal vide. Vous avez bien un auteur phalangiste qui avait parlé de bocal vide comme ça, à remplir de principes. Que ce soit une république ou une royauté, ça ne fait pas tout. Là, c'est pour l'instant un petit peu que la forme, on va dire. C'est la vitrine. Vous avez de nombreuses royautés démocratiques vides de substance à l'heure actuelle, sans valeur, presque dans 50% de l'Europe, puisque on a Juan Carlos en Espagne, en Belgique c'est plus ou moins une présence royale. On le voit même à l'heure actuelle, quoi. Ça existe, même si elles sont pas au pouvoir aussi, il y a encore les familles qui existent. Veulent-elles vraiment régner? Font-elles quelque chose pour? Sont-elles bien entourées? C'est un tas de séries de questions qui font que ça n'a pas l'air tout parfait aussi à ce niveau-là. Et en outre, ce qui est assez exténuant avec ce royalisme un peu folklore, parce qu'il y en a beaucoup en fait. On va dire que c'est mieux quand ça vient de militants assez jeunes et virils, plutôt que les petits bourgeois blancs comme on peut trouver sur les forums à n'en plus finir. C'est à se demander si tout ce qu'ils aiment de Louis XV, c'est pas les banquets, voir les partouzes, voir le côté féminin. Enfin, on sait pas trop quoi. C'est assez spécial. Et puis pour les branches familiales, comme je disais, même là, on a des querelles assez néfastes et qui en valent pas spécialement la peine. Je comprendrais plus facilement le positionnement légitimisme en France, un peu comme le carlisme en Espagne ou ce type de courant-là. On comprend que ça a un côté traditionnaliste, et puis même le prétendant Louis XX comparé à tous les autres, est quand même moins perché que ne serait-ce que le dernier des républicanos, on va dire. Mais ou alors providentialisme aussi, ça peut s'entendre, même si il y en a qui vont être peut-être très dans un délire surnaturaliste, ce qui vient parasiter un peu la chose. Mais voilà, on peut se dire que je m'en remets à Dieu par rapport à la forme de régime, pourquoi pas.
Donc oui, problème, c'est l'esprit bourgeois, ici, beaucoup de facilité, de conformisme, ces milieux un peu droite molle qui peuvent le porter, mélange de bien-pensance, les modérés, quoi, ça fait penser à tous ces ouvrages-là, de Bernanos à Abel Bonnard. Maniérisme inutile, non naturel, fausse aristocratie, on a l'impression de voir justement la bourgeoisie post-89 qui est avide de pouvoir et de matériel, est allée remplacer une aristocratie qui certes valait peut-être moins, et c'est pour ça que elle a été chassée. Il y a eu une crise interne, une crise de régime, crise économique, politique, et de principes, etc. Et ce qui fait que, comme toujours, l'ennemi profite de failles. Et s'il n'y a pas de failles, bon, bah, ça devient un peu plus cloisonné, cette histoire. Donc voilà, comme je disais un petit peu tout à l'heure, milieu à la limite assez prolétaire, ils ont leurs défauts, mais au moins ce sont des personnages un peu moins feutrés. C'est vraiment le royalisme bourgeois. Bon, j'en parle peut-être un petit peu moins avec de ressentiment, parce que c'est peut-être quelques années où j'ai été un peu confronté à ce milieu-là. Donc quand on est assez éloigné, bon, on passe un peu à autre chose, on n'y pense plus, quoi. Mais c'est vrai que ça existe encore, hein, du reste. Donc pour ce qui est de la monarchie, si on en revient aux mots, étymologiquement, les deux, mono et arc, on peut le traduire un peu littéralement par la tête unique. Ça signifie pas forcément un roi, en fait. Ça peut être un chef d'État, le chef d'une république sociale, en sachant qu'il faudrait évidemment qu'il ait, d'une certaine façon, on va dire, tous les pouvoirs, entre guillemets, même s'il y a toujours, dans toute société et tout régime sain, un minimum de contre-pouvoirs, etc., avec des conseils, comme il y a eu un grand conseil fasciste ou des choses comme ça. Sur la guerre en Libye, Mussolini avait été mis en minorité. Donc vous voyez comme quoi il a, dans sa dictature, pas été jusqu'au sommet de la pyramide. Peut-être qu'il en a payé le prix pour ça aussi, remarque. C'est un sujet complexe. D'ailleurs, à la limite, le fascisme historique, une seule petite critique que je pourrais retenir, qui ne vient pas forcément des royalistes, c'est qu'il y a la notion de parti unique, et donc finalement, même si on abolit la démocratie, il y a une sorte de reste, quoi. On n'en sort pas totalement, parce qu'on est arrivé grâce à une opposition antidémocratique. Donc bon, ça c'est une espèce de dialectique hegelienne sur laquelle je ne vais pas m'étendre, parce que c'est un sujet que je maîtrise pas, hein. J'ai pas étudié Hegel, j'ai surtout le prisme mérélien sur ces sujets-là. Je comprends que ce soit possible d'enrichir un peu le thomisme avec des thématiques qui n'ont pas été découvertes au XIIIe siècle ou quoi, mais bon, c'est après un petit peu... il faut bien s'y connaître, c'est des thématiques un petit peu casse-gueule, sinon on fait du grand n'importe quoi. Mais je sais que l'Église s'est parfois inspirée, même, enfin quand je dis l'Église, ça peut être un évêque, je me demande si c'était pas un évêque en Amérique latine qui avait dit que, bon, Hegel, malgré qu'il soit protestant, etc., il y avait certaines choses dont on pouvait s'inspirer avec la notion d'État ou des choses comme ça, bon, ou l'essence des êtres. Donc le fascisme, pour définir un peu plus en profondeur et brièvement, est simplement une contre-révolution, mais tentant de l'étendre à toutes les classes de la société. Alors là, pour certains, peut-être ils me diront, tiens, concrètement, ça donne quoi ? Comparer simplement le franquisme avec le phalangisme. Là, j'utilise pas mal d'exemples espagnols, vous me direz, mais voilà, le côté un peu plus ferveur et bourgeoisie, froide, plus centrée sur elle-même et cloisonnée, tandis que le phalangisme avait un côté beaucoup plus, on va dire, populaire. Le fascisme est une réaction donc à la révolution, mais version salvatrice de la vraie droite, on va dire, un petit peu comme disait Merel, la Radio Courtoisie, c'est un peu, on va essayer de ne pas faire les erreurs qui ont pu être commises. Et c'est en cela qu'il faut savoir être un radical, et comme le dit le mot radical, c'est revenir à la racine, en fait, quelque chose de radical. Il faut revenir à la racine des choses, revenir aux principes. Les principes sont d'ailleurs portés par le prince, et il tire son nom de ce mot-là. L'étymologie, il y a quelque chose de fascinant en soi, parce que les mots veulent tout dire à eux-mêmes, des fois sans qu'on ait à faire intervenir d'ailleurs les racines latines ou grecques, et des fois si. Donc voilà, le fascisme, c'est en quelque sorte l'obéissance à la loi naturelle, qui
et niées par certains. On pourrait peut-être les appeler les négationnistes s'il fallait passer de nouvelles lois demain et en changer un peu la substance. Voilà, les négationnistes de la loi naturelle, ils croient pouvoir faire n'importe quoi alors que les choses sont assez normées, un petit peu comme en programmation. Voilà, le code est normé, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, il y a une certaine logique mathématique et si vous voulez construire quelque chose, il faut bien le travailler. La grammaire est normée, voilà, on pourrait dire que la langue française, ou voire toutes les langues du monde sont fascistes. Il y a des normes partout, des hiérarchies partout, des hiérarchies civiles dans la société, à n'en plus finir. Je crois que c'est Forest qui disait l'ordre naturel est fasciste. Je sais plus quel auteur gauchiste aussi qui disait typiquement la langue est fasciste, la langue française est fasciste, etc. Donc voilà, la vie est fasciste en fait. C'est un peu un abus de langage quand vous entendez le mot fascisme de ma bouche, parce que maintenant il revient partout à tort et à travers, mais vous voyez, c'est finalement celui qui prend conscience que la vie est comme telle et qu'on peut pas faire n'importe quoi. Hiérarchie omniprésente, comme je disais, selon d'ailleurs les qualités, les statuts, l'âge, voilà. Ensuite, pour parler un petit peu de Merel, j'avais bien aimé, il me semble que c'est dans Fascisme et Monarchie, bon, il a dû le répéter, remarque. J'ai lu plutôt la première partie de sa bibliographie, moi, quand j'avais vraiment découvert. Après, il s'est peut-être un peu étayé, disons, mais je suis un peu moins au courant. Et je suis passé un peu à autre chose, mais le fait qu'il disait certains font le tri, ça critique un petit peu Jacques Toncard d'Assac d'ailleurs, mais bon, un auteur qui l'apprécie tout de même, mais en disant, voilà, c'est étrange un peu d'être pro-Benito Mussolini et anti-Adolf Hitler, un peu aussi en envoyant des pics aux royalistes, il disait que ce sont des pisse froids. Je sais pas si vous vous rappelez de ce passage pour ceux qui l'ont lu, mais voilà, c'était assez jouissif quand même de voir ces petites attaques faites. Voilà. Les pisse froids qui font le tri entre l'un et pas l'autre, alors que foncièrement, certes, un régime dépend un peu de la personnalité du chef d'État, du courant culturel. Je pense que même le national-socialisme qui a ses particularités ne peut pas être saisi sans comprendre l'entre-deux-guerres allemand, donc il faudrait faire un petit peu d'histoire et de recontextualisation avant de sortir tout et n'importe quoi, disons. Voilà, c'est toujours bon de rétablir le contexte, même si évidemment celui-ci n'excuse pas tout, n'explique pas tout, etc. Donc voilà, en soi, Adolf Hitler, c'est le fascisme allemand, de même que le phalangisme était celui espagnol, on avait Codreanu en Roumanie, etc. Et toutes ces expressions nationales et européennes sont également universelles, j'y reviendrai. Après, pour ce qui est de critiquer, comme je parle souvent d'imperfection, de dire, on pourrait le dire à l'égard du national-socialisme, mais également de la royauté gallicane française, et typiquement là, les légitimistes qui sont dans un espèce de traditionnalisme philosophique, aimeraient appliquer à la virgule près, en fait, tout ce qu'aurait pu faire un Bourbon, ou quelque chose comme ça, quoi. Donc c'est un peu étrange, en sachant que d'un point de vue catholique, ça serait même problématique. Je pense que même Charles VII, remis sur le trône de France, a eu quelques émissions assez gallicanes, et puis même si c'était peut-être un peu flou, ça s'est finalement concrétisé, notamment avec le Concordat de Bologne de François Ier, où là, bon, bah, c'est clair et net, voilà. La France choisit ses propres évêques, les Vaticanais n'ont rien le droit de dire, et donc la hiérarchie de l'Église catholique, en quelque sorte. Même quelque chose de souvent souligné par Joseph Merel, la France était absente à l'Épante, par exemple, la bataille qui unissait toute l'Europe pour défendre la chrétienté par rapport à l'invasion ottomane et musulmane. Eh bien, nous, on y était absents, et on a même vu des chevaliers français aller combattre du côté turc contre les Européens chrétiens, ce qui est assez hallucinant quand on y pense, et en même temps marque un petit peu un certain esprit français, c'est-à-dire que pour notre indépendance, on était à peu près à faire à tout, à faire tout et n'importe quoi. Là où c'est vrai que les autres pays ont pu être des fois sous l'injonction du Saint-Empire romain germanique, qui était d'ailleurs assez fédéral, donc pas si pesant que ça, là où la France était plus gallicane, et elle deviendra même un peu plus radicale en ce sens avec le jacobinisme, et puis le 19e siècle et la Troisième République qui va carrément s'en prendre aux identités régionales, quoi, carrément, et à leur langue. D'ailleurs, la France a eu tellement d'appréhension vis-à-vis de Rome, de l'Italie avec, que
elle s'est plus inspirée, notamment à la Renaissance, des Grecs que des Latins. Genre les Latins étaient mal vus, non, ça rappelle l'italien et le Vatican, faut plutôt avoir cette influence-là. Si bien que culturellement, littérairement, si on s'intéresse un peu à l'Italie et à la France ces périodes-là, bon bah au moins on a les deux influences, ce qui est pas plus mal finalement aussi à titre littéraire de voir ces petites choses assez variées. Dans le thème souverainiste aussi, on pourrait même dire la souveraineté c'est très bien, mais c'est toujours pareil, pour faire quoi? Vous voulez avoir un État libre, pourquoi? Pour maintenir LGBT, pour maintenir l'euthanasie, pour maintenir l'avortement, pour maintenir la pornographie, pour maintenir la submersion migratoire, voilà, à quoi cela servirait d'être indépendant si c'est pour faire la même daube, je vais dire, excusez-moi du terme, mais c'est ça, quoi. Et puis le terme de néo-fasciste aussi, je l'utilise parfois et j'en apprécie le concept dans le sens où il faut actualiser son principe d'une certaine façon. On va pas être que nostalgique du Troisième Reich, on va parler du Quatrième, faut aller de l'avant, si je voulais être un petit peu taquin. Et aussi, pour en revenir au contexte d'ailleurs, pour le coup, nous n'avons plus, quelle est la matière humaine qu'on a sous la main, c'est plus des anciens combattants, parce que le fascisme, c'est ça, hein, c'est un socialisme national qui a été porté par les anciens combattants, un petit peu comme mai 68 a été porté par les générations jouisseuses des boomers et la communauté juive, aux franc-maçonnerie, etc. Après, voilà, les responsabilités sont également partagées. Voilà, donc là, sous la main, on n'a pas trop des anciens combattants, ça change un petit peu. La guerre aussi est elle-même changée par la technologie, donc voilà. On a plutôt des informaticiens de bureau, donc ça va être compliqué de faire des... Bon, après, ça peut être réactivé, et bien sûr que si un régime fasciste venait à venir, ou quelque chose qui s'y apparente, ça peut prendre d'autres termes, c'est pas bien grave. Évidemment, il faudra relancer des choses sportives, militaires, viriles, etc. Je ne sais pas jusqu'où, d'ailleurs, moi je laisse libre débat là-dessus. Est-ce que vous voulez rétablir le service militaire ou pas? Est-ce que ça fait trop républicain, ou est-ce que c'est très bien pour quand même l'éducation d'un homme, etc. Vraiment, tout ça, c'est des thèmes à trancher, je veux dire. Mais voilà, on fait face à un petit peu de complexité. Là, on a plutôt des informaticiens de bureau sous la main, sans compter, évidemment, Abdelaziz qui traîne en bas des tours pour vendre du shit, quoi. Donc là c'est un petit peu on a quelques soucis à régler à l'heure actuelle. Pour ce qui est de la droite radicale, il me semble que Joseph Merel dit plutôt la vraie droite, il me semble. Moi j'aime bien ce terme de droite radicale, non pas pour jouer les biscottos, mais encore une fois, radical ça veut dire revenir à la racine, et on voit que c'est ça qui manque, voilà, toute la droite parlementaire, les républicains ou quoi, on voit bien que ça n'est pas vraiment une droite. Il y a plus de droite en France, il y a tellement plus de droite en France qu'aux États-Unis ils arrivent à remettre en question en bonne partie peut-être, l'avortement, tandis qu'en France ils veulent le sacraliser, quoi. Donc nous on est quand même dans un autre contexte. Mais voilà, la droite radicale, son origine tient de l'ordre naturel, évidemment édifié par Dieu, donc on peut y établir une distinction, mais pas une séparation. J'y reviendrai un petit peu avec le naturel et le surnaturel. Mais voilà, c'est la pensée réaliste en deux mots finalement. Une pensée réaliste, humaine, corporatiste et tournée vers le ciel. Corporatiste, donc il faut qu'elle soit hiérarchisée, bien imbriquée, chacun à sa place, selon sa nature et ses qualités. Sa nature, on pouvait penser à notamment les hommes et les femmes, par exemple. Et d'ailleurs, à la base, après la Révolution, au Parlement étaient situés à droite ceux qui défendaient la tradition, le roi, les origines historiques, etc. Donc on est un petit peu... c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas nourrir non plus une hostilité aussi énorme à l'égard du royalisme ou de l'histoire de la monarchie, si vous voulez, parce que c'est tout de même notre origine, et on n'oublie pas d'où l'on vient pour savoir où l'on va, tout simplement. Donc voilà, on part des réalités quand on est de droite et vraiment de droite radicale, si l'on veut, et contrairement au prisme idéologique qui vient en premier et vient tout écraser, voire tout modifier, quoi. L'idéologie pure, ça c'est la gauche. La nature, on ne considère pas qu'elle existe, ou du moins elle existe mais il faut la violenter, et on en vient d'ailleurs aujourd'hui
avec tout ce qu'il est possible de faire avec des opérations à des absurdités absolument délirantes. Je vous citerai un petit exemple, bon c'est un peu humoristique, légèrement vulgaire parce que ça fait référence à South Park, mais si vous connaissez, je ne doute pas que les jeunes 20-30 ans, 20 ou trentenaires connaissent, mais voilà, le personnage Monsieur Garrison à qui il a été fait tout et n'importe quoi. Je me souviens de quelques séries d'épisodes où cet instituteur ou ancien instituteur se faisait une chirurgie esthétique, c'est-à-dire se faire couper, mutiler les parties génitales pour passer de homme à femme, n'est-ce pas? Et après l'opération, le docteur lui dit voilà, donc ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais bien sûr, vous n'avez pas vos règles, ceci, cela, tac, et l'autre il pète un câble en disant mais si je n'ai pas mes règles, je ne suis pas une vraie femme, je ne suis qu'un vulgaire trans. Voilà, c'est exactement ça. C'est le sang, les chromosomes, vous êtes né homme, vous êtes né femme, ça va rester. Et d'ailleurs, ces transsexuels et machin, ils sont obligés, s'ils veulent vraiment que ça influence leur personnalité, de se faire des injections biologiques régulières, etc. Parce que le corps, naturellement, vient refaire le tri ensuite et dégager ce qui ne va pas. Donc voilà, quand on violente la nature, là on a au moins ça nous fait un exemple concret avec ces choses-là, et en plus qui se répandent de plus en plus dans les universités et tout ça, donc on n'est pas trop sorti de l'auberge. Mais là vous avez un exemple de violenter la nature, mais en allant vraiment vraiment très loin, quoi. Je sais pas ce qu'on inventera demain pour aller encore plus loin que ça, mais à part peut-être rendre infertile les gens ou que sais-je, mais c'est quand même pas mal. Voilà, donc je parle de vraie droite, j'aime bien ce concept, cette théorie, mais sinon il y en a une autre qui est acceptable, je suis assez partagé, c'est le côté José Antonio Primo de Rivera qui dit que séparer droite et gauche est un peu une idiotie, parce que ça serait un peu comme couper un corps en deux à la verticale, quoi. Donc, si la gauche c'est plus les thèmes économico-sociaux, on voit que d'ailleurs très souvent la droite s'en fout de ces sujets, alors que c'est très important. Et le réalisme naturel, la tradition, l'identité à droite, en effet, on pourrait dire que il faut être un peu de droite et de gauche, mais réellement, quoi. Ensuite, j'aimerais un peu définir chaque échelon pour qu'on ait une conception totale du bien commun, en commençant un peu par la patrie, qui est quand même un socle non négligeable. C'est qu'une nation a un destin unique et universel devant l'homme. Ce n'est pas du tout une abstraction, mais des patries charnelles, donc il y a du concret, il y a un attachement, une éducation qui est propre à ça, qui dépend des parents, puisque l'instruction c'est plutôt l'école. Quoique des fois, si c'est école à la maison, c'est les deux en même temps, vous me direz. Mais voilà, et donc il y a l'État-nation d'un côté et l'amour du sol de l'autre, mais les deux se complètent et a priori il vaut mieux que ça aille de pair. La doctrine politique d'ailleurs rappelle même que l'esprit est supérieur encore une fois, c'est pas une nouveauté, ça ne devrait pas vous étonner, mais afin disons qu'il vaut mieux défendre l'esprit des pairs qu'une parcelle de territoire aussi. Là je distingue un petit peu comme Maurras, nationalisme et patriotisme, où vous défendez avec le nationalisme l'esprit des pairs, alors que le patriotisme, les patriotes républicains, les souverainistes, etc., ils aiment bien ce mot patriote plus que nationaliste, parce que l'autre nationaliste déjà ça sent trop la chambre à gaz, donc ça leur fait peur, etc. Mais en plus patriotisme en fait c'est assez inadéquat, inapproprié, parce que c'est quand même relatif à la défense du sol, des frontières et la guerre en fait quelque part. Donc quand les gogols semi-gaullistes nous disent voilà, le nationalisme c'est la haine, il faut être pour le patriotisme. Non, le nationalisme c'est la guerre, oui, pardon. Le nationalisme c'est la guerre, ça c'est typique comme citation. La guerre c'est plutôt le patriotisme en fait, concrètement, c'est plutôt ce mot-là. Mais bon, voilà, donc la parcelle de territoire est un peu moins importante dans le sens où elle peut même être récupérée plus tard, et la chute de l'esprit est irrémédiable. Également, il vaut mieux avoir la tête sur les épaules, l'esprit à l'endroit, parce que quand on ne l'a pas et qu'on fonde un empire napoléonien, on risque par exemple d'exporter des tares que l'on a nous-mêmes et que les autres n'avaient pas, donc
voilà, ça cause quelques troubles supplémentaires, et quand tout le monde a les mêmes troubles, en plus c'est plus difficile de revenir en arrière d'une certaine façon, même si on revient jamais vraiment en arrière, hein. La montre ne recule pas, ne s'arrête pas de tourner, hein, même si j'aime bien la période de l'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je ne suis pas en 1945, je suis en 2022 quand même, je suis pas fou, je suis pas bloqué. Voilà, donc l'État, c'est l'autorité libre, il faut le reconnaître. Il dirige, mais en laissant au mieux quand même une certaine marge de manœuvre au peuple, surtout dans ses réalités concrètes et quotidiennes, comme le travail ou des choses comme ça. Là, il faut avantager les connaissances, ne rien freiner. Ça peut être orienté, on va dire, par l'État. Il ne faut pas qu'il fasse tout à la virgule près, ou qu'il aille voir avec sa caméra ce qu'on est en train de faire dans la cuisine, quoi. C'est peut-être pas nécessaire. Donc voilà, c'est un petit peu le thème aussi du centralisme et du décentralisme. Moi, c'est pareil, des sujets où je suis assez partagé. Si vous voyez, même en Europe, finalement, on était assez féodal. L'Italie a connu que des périodes comme ça, le pape et les provinces, finalement. Le roi, il faisait un peu plus de figuration qu'en France. Et les périodes centralistes qu'ils ont eues, finalement, il n'y en a que deux, c'est Garibaldi et Mussolini. Et les deux périodes sont très différentes. Un fasciste qui serait garibaldien, un peu comme il y a eu quelques fascistes jacobins à Vichy, ça serait un peu la tendance de gauche du régime, on va dire. Mais voilà, en tout cas, c'était du moins un centraliste, et ça a fait leur État-nation moderne. Mussolini qui, comme je disais, une forme de socialisme, mais aristocratique et égoïe, n'est-ce pas? Il n'était pas du tout marxiste, contrairement à une erreur qui traîne dans le que sais-je sur Mussolini et le fascisme. Il avait cité Marx, alors que pas du tout, hein. C'était plutôt Georges Sorel, et c'était un homme très cultivé, Mussolini, si bien qu'il connaissait même pas mal la France. Vous pouvez citer Demestre, Barès, Maurras, etc. Donc voilà, parfois le centralisme est une nécessité aussi, donc il faut bien fonder quelque chose, une base. S'il y a du désordre, pour remettre de l'ordre, il faut bien passer par là. Voilà, on le voit avec le Covid d'ailleurs, les États qui étaient les moins centralisateurs ont été encore plus tyranniques, typiquement en Amérique latine, au Moyen-Orient, des choses comme ça, à moins que ce soit des régimes un peu comme l'Iran qui remettent en question un peu toutes ces choses-là. Voilà, les régimes en profitent pour asseoir encore plus leur centralisme. Après, pour le bien ou pour le mal, c'est encore autre chose. Moi, là, pour le coup, je pense que c'est pour le mal quand même. C'est quand même un contrôle de mouvement de population et une politique numérique et économique de guerre, quoi. Mais voilà, bon, là, je me permets de faire des petits parallèles qui ne sont pas spécialement dans mes notes, et pour faire un petit peu d'actualité, mais bon, tac, je retombe sur mes pattes pour parler, après la patrie, d'un peu d'Europe et d'Empire. Un Européen est tel tant qu'il est de souche et représentant vraiment une virtualité humaine d'un des pays qui composent ce continent, pour ne s'arrêter qu'à notre continent. Après, vous pourrez l'étendre. Un Allemand est européen en étant allemand, un Italien est européen en étant italien, etc., etc. C'est un peu le propos aussi de Stépinac, vous savez, là c'est un autre nom de plume me semble-t-il, sur les collaborations avec la revue Sans Concession, donc de Vincent Renoir. Ça a pu être un peu condensé dans un ouvrage ou deux, ça. Donc vous pouvez le retrouver. Il y avait une réflexion à propos de l'Espagne, comme ça, puisqu'il y a eu, vous savez, le califat qui était passé par là, et quelques influences arabiques, si bien que même dans les mots, il y a quand même jusque 19% d'influence arabe dans la langue espagnole, ce qui est assez élevé pour des mots assez administratifs, politiques en plus. Je crois que Al-Qadi, c'est le juge en arabe, et Al-Qadé, c'est le maire en espagnol. Tous les mots qui commencent par Al, d'ailleurs, on les repère comme ça, même s'il n'y a pas que. Donc voilà, ça avait laissé des traces, mais Stépinac disait il n'en est rien. Concrètement, l'Espagne appartient à l'Europe, clairement. C'est un pays blanc et chrétien, et quand bien même il sert de pont avec l'Orient, d'ailleurs, ça a pu être utile par certains moments. Donc il faut, j'allais dire, quand même assumer ces choses qui sont parfois compliquées. Mais voilà, ça reste un étendard européen et non oriental
un petit peu comme les néo-païens critiquent le christianisme à ce titre, hein, d'ailleurs. Mais voilà, c'est un peu compliqué de traiter tous nos ancêtres de juifs du désert parce qu'ils sont chrétiens. C'est que si l'Europe a été chrétienne pendant 1000 ans, voilà, nos ancêtres et notre continent ne valaient pas grand-chose. Je crois que c'est quand même une conception où on s'en prend concrètement à notre histoire et à notre être, quoi. Vous avez aussi, avec l'impérialisme, un peu le thème de la fille aînée de l'Église, qui est une sorte de titre d'honneur. Hein. Il ne faut pas y voir quelque chose de très surnaturaliste ou quoi. C'est un titre d'honneur pour service rendu à la France lors de différentes périodes, comme par exemple les croisades de Saint-Louis ou ce genre de choses, ou certains papes qui pouvaient avoir de très bons mots à l'égard de ce pays qu'ils admiraient. Donc vous avez ici ou là de belles citations comme Saint-Pédis ou des déclarations du magistère, quoi, enfin magistère enseignant ou de déclarations publiques. Voilà, mais on se demande même dans l'histoire si finalement l'Église n'a pas une préférence pour la solution fédérale et impériale. Typiquement, bien qu'il y ait eu des conflits entre le trône du Saint-Empire et les clercs, c'était quand même eux qui étaient reconnus comme l'empire chrétien par excellence et qui devaient de se le défendre, notamment, je pense là on a l'exemple de Charlemagne typiquement, où voilà, l'islam, les conquêtes de l'islam ont fermé la Méditerranée, menacé les côtes sud de l'Europe, et si bien que l'Europe méditerranéenne, qui avait la première place, donc avec la Grèce, l'Empire romain, etc., a fini par s'effacer petit à petit, et le point central se déplaçait à Aix-la-Chapelle, entre la France et l'Allemagne. On est toujours dans ce contexte, d'ailleurs, avec le 19e siècle, finalement, plus une omniprésence de l'Angleterre, la France, l'Allemagne, un peu plus la France du Nord, c'est là où les points de pouvoir y sont, d'ailleurs, pour même la fondation de l'Union Européenne, pour laquelle je ne suis pas du tout pour, hein, évidemment, pour des raisons évidentes, le lendemain de la guerre et tout, enfin qui peut se comprendre d'ailleurs, l'argument de paix, etc., qui est revendiqué partout peut se comprendre, mais voilà, vous avez j'allais dire, l'Allemagne en première place, la France ensuite, et même l'Italie a eu un petit peu la troisième place dans l'organisation de l'UE, s'il fallait en parler en tant que implication des nations, bon, ça ne fait pas tout, mais voilà, ça existe. Et l'Espagne, par exemple, complètement absente. Hein. En même temps, vous me direz, oui, avec le franquisme, il y avait quelques hostilités. Aussi, ce qu'a pu faire naître l'Europe, bon, c'est évidemment l'individualité grecque. Si vous regardez la pensée chinoise de Confucius, qui peut être assez élevée, hein, en soi, hein, bien que agnostique d'une certaine façon, et également très sociale, en fait, une pensée très socialisante. Là où les Grecs ont réussi à faire entrer la notion d'individualité qui est vraiment propre à l'Europe, avec sa noblesse patriarcale qui était amenée par les Indo-Européens, d'ailleurs. Ça, c'est tout un sujet. J'ai pas encore fait de conférence sur l'Indo-Européanité, mais j'aimerais bien à terme. Il faudrait que je trouve un peu de temps et de l'organisation. Mais voilà, et typiquement, les Grecs qui avaient quand même une forte attache culturelle qu'ils exposaient dans leurs documents, ont été universalisés par l'assimilation romaine. Donc les Romains qui savaient que les Grecs leur étaient supérieurs intellectuellement, donc là c'est intéressant, c'est-à-dire que Rome avait la force juridique, militaire, paysanne, etc., tandis que les Grecs, eux, voilà, avaient l'influence intellectuelle et culturelle, disons, si bien que Rome s'en est inspiré pour ça, mais en assimilant ce qui était plus assimilable pour eux. Ce qui fait que quand on lit les latins et les romains, c'est quelque chose qui s'adresse à tous les hommes. C'est l'humanisme chrétien, typiquement, et dont la France a été ensuite, avec la Renaissance, très, très forte, ou même des auteurs comme Molière, hein, je veux dire, ça c'est typiquement, voilà, vous avez là l'Europe, hein, vous avez toute la mentalité européenne concentrée dans ce type d'œuvre-là. Et je ne doute pas que notre civilisation notre continent a une mission civilisatrice, et qu'elle l'a été par le passé et qu'elle devrait l'être encore aujourd'hui, même si ça a été repris et caricaturé par Jules Ferry et les francs-maçons, par exemple. Typiquement, quand ils parlent de mission civilisatrice, bon, bah, c'est à leur sauce. Pour donner une autre petite citation,
Et par rapport à la romanité, cette fois, une que je n'avais pas encore donnée d'ailleurs dans les interventions, parce qu'il y en avait d'autres, des jolies, de Maurras et tout ça, mais pour le coup émanant d'un pape, le pape Pie XI, qui s'adressant le 21 novembre 1922, donc vous voyez que le régime fasciste était établi depuis peu aux élèves du sanctuaire, et il leur disait votre présence nous dit que votre aspiration suprême, comme celle des pasteurs qui vous ont envoyés ici, est votre formation romaine. Que cette romanité que vous êtes venus chercher dans cette Rome éternelle et dont le grand poète, il s'agit de Dante, qui est non seulement italien mais pour le monde entier, a proclamé le Christ romain, se fasse la dame de votre cœur. Que cette romanité vous possède, vous et votre œuvre, afin qu'en retournant dans vos pays, vous puissiez être ses maîtres et ses apôtres. La référence, pape Pie XI, qui pour le coup cultivait la connaissait, c'est Dante Alighieri, donc comme je disais, dans la Divine Comédie. Vous avez dans le chant 32, le Purgatoire, ce passage, tu séjourneras ici un peu de temps dans la forêt, puis sans fin tu seras avec moi citoyen de cette Rome dont le Christ est romain, et dont la signification voulait dire en fait dont le Christ est Seigneur. Pour ce qui est de la profession d'un racisme allégé quand même, parce qu'il ne faut pas faire sauter les gens de leur chaise, vous savez que je n'épargne un petit peu aucune thématique, et quand on parle d'individus, de familles, de provinces, de nations, de races, de peuples, de continents, de civilisations, etc., ça c'est un sujet évidemment fatidique qui va revenir. On pourrait rester un peu dans le thème catholique d'ailleurs en disant que moi à cette époque, les années 20-30, la Congrégation pour la doctrine de la foi et certains papes ou encycliques, d'ailleurs je ne vais pas vous citer celle de Milbranender Zorge où voilà, pas mal de gens doivent connaître les deux passages qu'utilise souvent Joseph Merel par exemple. Donc voilà, c'est condamné en certains points, comme dire d'ailleurs des choses tout à fait évidentes, par exemple que c'est la race qui fait la religion et non l'inverse. Typiquement des postures très, très paganisantes, ça existe. Ça existe encore. Ou encore nier l'existence de l'âme pour une race précise, de dire que tel ou tel peuple, lui, n'aurait pas d'âme, ça n'est pas possible. Voilà, vous avez des choses, je veux dire, quand même toutes bêtes, du reste, c'est évident que on récuse ces choses-là, et ce n'était pas vraiment professé même par quelque chose comme le national-socialisme allemand, ou alors certains éléments, ça dépend, mais pas à l'entièreté du régime, comme quoi. Et en revanche, il est admis quand même, notamment et surtout par l'Église, qu'une culture propre doit être sécurisée, doit s'épanouir, etc. Donc il n'est pas question de violenter un pays en le modifiant en profondeur dans sa substance, en lui envoyant des hordes de barbares, etc. Donc voilà, toutes ces choses-là, autant il n'est pas permis d'exagérer trop les thématiques de race, autant on va pas tomber dans l'antiracisme cosmopolite, etc. pour autant. Voilà, souvent les cultures propres sont d'ailleurs liées à un peuple donné, à différentes échelles. Vous avez même, par exemple, les Arvernes qui donnent leur nom à l'Auvergne, les Mauvises qui donnent leur nom aux Limousins. Voilà, c'est quelque chose de charnel, il y a quelque chose de naturel, d'humain et de droite là-dedans, quoi. Ça se fait, j'allais dire, presque tout seul, puisque c'est naturel. Et cependant, la vérité est faite pour tous. Donc évidemment, elle transcende les races. Là, c'est un peu pour répondre à la première objection. On disait c'est la race qui fait la religion, genre comme si les gènes allaient influencer tellement qu'on fait tout à la virgule près et on modifie le spirituel à partir de là. Bien que sans les lumières de la révélation, c'est possible que ça puisse se passer plus ou moins comme ça avec le paganisme. Encore que historiquement très syncrétiste, ils ont pu assimiler les dieux des autres, quand bien même orientaux ou des choses comme ça. Donc finalement, voilà, reprocher l'universalisme à l'Église, et puis j'y reviendrai sans doute sur le thème. Bon, c'était des choses déjà présentes chez les païens, quoi. Donc la vérité transcende les races, puisque le salut doit être obtenu de tous. Donc voilà, soit une chose est vraie, soit elle ne l'est pas. Et puis si elle est vraie, c'est vrai pour tout le monde, c'est pas vrai surtout si c'est une vérité. À la limite, peut-être que les choses
plus politiques, contextuelles, sont plus contingentes, plus accidentelles, donc ça devient un peu plus compliqué, contrairement et j'y viendrai un peu avec les thèmes de foi où voilà, on s'en remet à des dogmes, donc là il n'y a pas trop moyen de transiger, c'est différent. Mais voilà, ce qu'il y a de certain aussi, outre le fait de défendre un berceau culturel, disons, c'est qu'il y a des caractères particuliers, et que ces caractères particuliers, les gènes, la biologie le font également. Il se serait complètement idiot de nier une chose pour tout centrer sur une autre, tandis que voilà, moi je dis que l'influence des gènes est évidente, et d'un autre côté, évidemment, l'éducation est très importante. Vous mettez 60 millions de blancs en France, ça ne fait pas la France si ce sont des blancs qui viennent de partout et qui sont des dégénérés, quoi. Je veux dire, c'est voilà, donc il faut raison garder et savoir que voilà, les gènes jouent, le climat aussi, hein, les paysages, sans entrer dans les thématiques de théorie du climat, mais bien que quoi, ça pourrait presque le mériter. Voilà, toutes ces choses sont importantes et font la vie d'une nation, quoi. Donc j'en arrive dans les thèmes un peu d'universalité et même d'ethnarchie, c'est un mot grec, et il a été réutilisé un peu par les hommes d'église aussi pour parler un peu la loi internationale, si vous voulez. Donc c'est un peu le fait de rechercher, ou même carrément, je fais des euphémismes, le bien de la totalité. Et à chaque échelon, donc ce qui nous rappelle un peu des thématiques thomistes. Et là, en ça, j'apprécie aussi d'ailleurs chez Merel le fait de faire partie du courant néo-thomiste d'une certaine façon, en disant voilà, il faut reprendre ces sujets, les étayer et voir même ceux qui n'ont pas été développés, puisque si c'est la base presque première de l'Église en termes de théologiens, eh bien on peut toujours pousser plus loin la connaissance et trouver d'autres choses, disons. Et donc ces échelons, comme je disais, on peut partir de l'ordre le plus haut au plus bas, pourquoi pas, moi je l'ai fait un peu dans l'autre sens. Si on faisait du plus haut au plus bas, ça donnerait Dieu, le monde, les empires, les nations ensuite, ou les civilisations, peut-être empire, civilisation, nation, etc. Les provinces, qui sont d'ailleurs, comme je disais, pas à négliger, puisque aujourd'hui on dit région, ça fait un peu moins charnel, mais elles sont plus proches de l'homme, donc si bien que c'est la petite patrie mistralienne. Je vous renvoie un petit peu à Frédéric Mistral, à la première partie de Charles Maurras. La deuxième est plus bourgeoise, monarchiste, tandis que la première est pour le Félibrige, plus méridionale, littéraire. Voilà, il y a un petit peu de Maurras, hein, la première partie et la deuxième. Comme chez certains auteurs, Maurice Bardet, quand il parle de Mussolini, il y a deux parties pour lui, quoi. Il préférait le socialiste populaire qui se baladait dans la population que le militaire qui n'apparaissait plus qu'au balcon, par exemple. Donc voilà, tout cela, donc voilà, je disais, tous les échelons sont importants, les corps intermédiaires, donc rétablir des corporations de travail, des choses comme ça. Je disais aussi tout à l'heure la famille, pourquoi pas les amis, hein, qui sont en quelque sorte une sorte de famille que l'on construit, une sorte de famille choisie, hein. Elle n'est pas biologique, mais on intervient plus dessus, pour le coup. Et donc ce thème d'ethnarchie, pour y revenir, c'est le jésuite Taparelli qui le faisait mettait en avant dans les tomes qu'il a pu rédiger sur le droit naturel d'ailleurs, et qui était un Italien proche de Léon XIII et qui a pu l'influencer. Donc on peut y retrouver des thématiques assez corporatistes et totales, disons, bien commun dans sa totalité et dans une conception thomiste chez tous ces auteurs-là. Également, ce qui change un petit peu aujourd'hui avec notamment la loi internationale, c'est la technologie qui raccourcit un peu les distances. On peut en avion en quelques heures se retrouver de l'autre côté de l'Europe, donc voire sur le continent africain, donc voilà, et en pleine immersion, en plein centre, quoi. Donc voilà, c'est évident que ça rapproche un peu plus les choses, que ça accélère plus les choses aussi, et que d'une certaine façon, il y aurait un sens de l'histoire à ce titre. Donc là, pareil, thématique mérélienne s'il en est. J'ai bien aimé le fait qu'ils disent que c'est confisqué par les marxistes qui parlent sans cesse de sens de l'histoire, etc., parler que de l'économie et de la finance comme si c'était un dieu qui dirigeait tout et qui était une tyrannie absolue d'ailleurs.
Mais voilà, il confisque en quelque sorte une idée juste, c'est vrai, il y a une certaine façon un sens de l'histoire chrétien. Je me demande si c'est pas Monseigneur Dom Guéranger aussi, qui avait sur l'histoire et son sens fait quelques écrits et déclarations. Et en plus, j'allais noter une chose, c'est que si les lois internationales ne sont pas faites par nous, comme c'est le cas actuellement, elles vont être faites par des francs-maçons qui vont s'en donner à cœur joie. Donc il vaut mieux être pour l'équilibre du monde et savoir que la chose est nécessaire, bien qu'il ne faille peut-être pas faire une caricature de l'ONU, mais vous voyez, il faudrait pour l'équilibre du monde soit un empire principal qui dicte un petit peu les règles, soit des structures un peu internationales pour calmer le jeu quand il y a tension entre deux nations, et notamment quand le rapport est inégal, puisque voilà, les rapports de force à l'échelle humaine, nationale, etc. existent aussi, encore une fois, partout. Donc voilà, pour ce qui est de l'individu, je disais aussi, ça parlait à chaque homme, d'où un petit peu une relation universalité et individualité dans cette assimilation de la Grèce par Rome. Et ensuite la France gallicane, la raison d'État, etc., qu'il avait également bien mis en avant. Aussi, cette ethnarchie, au contraire, ne se veut pas cosmopolite, elle sait que les hommes doivent grandir pour être plus épanouis dans leur propre berceau au mieux, même s'il peut y avoir peut-être des exceptions, et il vaut mieux que ça reste à titre minoritaire. Voilà, un cosmopolite, c'est un peu celui qui retient l'échelon monde dont je vous avais parlé, et individu d'ailleurs. Individu et monde, et sans aucun intermédiaire. De là, les négations de tout le reste, comme les patries, les religions aussi, avec l'œcuménisme, les sexes, évidemment, avec machin trans dont je parlais tout à l'heure. Et en résulte une guerre à mort avec les principes. Il faut vraiment comprendre ça. Hein. Cette guerre idéologique pure, gauchiste, cosmopolite, ne retient que l'individu et le monde et veut casser tout le reste. Elle veut une espèce de planète indifférenciée, voilà, toute vaccinée, toute gauchiste, toute travelo, toute je sais pas quoi. Bon, moi ça me fait pas trop rêver. Et je pense que quand on est à peu près normalement constitué, c'est l'effet que ça fait. Donc petite citation avant de passer un petit peu à deux thématiques, et je ferai la conclusion. D'ailleurs, finalement, je me rends compte que je parle pas mal. Je suis assez loquace. Donc le fascisme bien compris, je cite un ami et camarade proche de l'antenne Rivarol d'ailleurs, David Vesser, mais dans son écrit de Paris: qu'est-ce qu'une bonne instruction, une éducation libre et vraie, lettre à tous les parents, je cite. Le fascisme bien compris, c'est donc l'excellence païenne ou grecque, formation de la raison pour la réflexion et la science, et formation du caractère pour le combat, corrigé par le Christ et son Église, donc le catholicisme. Donc je reviens aux thématiques de foi et de politique. Comme je disais tout à l'heure, il y a une distinction entre les ordres naturels et surnaturels, mais en même temps une alliance, puisque le Créateur est Dieu et sa création est naturelle. Donc voilà, il y a quand même même si les deux sont de nature différente, il y a quand même une liaison, quelque part. Il y a contingence, accident en politique, plus que en matière de foi, comme je disais, où voilà, l'acte de foi implique d'accepter tous les dogmes, et quand bien même on en méconnaîtrait un occasionnellement, eh bien il faudrait pouvoir avoir l'état d'esprit de l'accepter sans le connaître, quoi, enfin au moment où on le découvrirait. Et typiquement, le spirituel, là, il a aussi deux volets. C'est l'abbé Bilcock, je crois, qui parlait très bien de ça, d'ailleurs. Un double sens au mot spirituel, esprit, puisque quand on dit typiquement un esprit saint dans un corps saint, c'est plus l'échelle naturelle. Le fait d'avoir envie de marcher, on le pense, et ensuite on le fait, ça c'est naturel, mais ça part de l'esprit. Tandis que surnaturel, pour l'esprit, là, ça implique vraiment l'âme. D'ailleurs, en italien, ils disent anima. Et anima rappelle le mot animé. Quand quelqu'un a une âme, c'est qu'il est vivant, il est animé. S'il n'avait pas d'âme, il mourrait dans l'instant même, quoi. Et le spirituel, le surnaturel, dans ce sens-là, est évidemment ce qui domine, ce qui est supérieur,
ce qui insuffle, ce qui inspire le politique, ce qui inspire le philosophique, le naturel. En fait, tout découlerait ensuite de là, même dans le domaine scientifique. On partirait d'abord de vérité surnaturelle, bien qu'il faille peut-être pas avoir une lecture protestante biblique et tout ça. Je suis évidemment plus créationniste que darwiniste, c'est certain. Mais voilà, la Bible, me semble-t-il, n'est pas spécialement un ouvrage scientifique, c'est plutôt l'enseignement de Dieu à travers l'histoire. Et notamment, pour commencer, à travers les Hébreux avant la venue du Christ. Donc c'est quelque chose un peu différent. Mais voilà, pour venir aussi à des petites thématiques un peu par rapport à la politique toujours et l'Église, il y a celui de la condamnation d'Action française, par exemple, où il y avait la question de... Il y avait vraiment matière à être condamné pour certains points, un peu trop agnostique, positiviste, voilà, il y avait des points littéraires qui pêchaient, disons. Et après, le thème aussi du moment opportun de le faire, ou condamner le nationalisme à un moment où voilà, il y a des gros soucis avec l'extrême gauche, les francs-maçons et les communistes. Est-ce que ça ne saurait pas faire grandir nos ennemis plus, si bien que Saint-Pédis avait refusé de donner suite à ce dossier, tandis que Pie XI l'a appliqué. Et ça a été une condamnation d'ailleurs assez violente, puisque les militants ont été écartés de la communion, les catholiques n'avaient plus le droit de lire le journal, si bien que les royalistes pro-AF qui disent les fachos, machin, vous avez eu... quelques vos litiges également, par exemple le centralisme moussolinien dans les écoles ou des choses comme ça, ou le national-socialisme allemand ou même Adolf Hitler, faut dire que ils ont même pas subi ce que l'Action française a subi, hein. Ça a été beaucoup plus violent, pour le coup véritablement excommunié, quoi. Et pour ce qui est de la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, on pourrait repérer une attitude assez double de Pie XII. En tant que sédivacantiste, évidemment, moi je professe l'infaillibilité du pape qui ne peut pas se tromper en matière de foi et que c'est quelque chose de garant de notre foi. C'est pour ça qu'on peut croire en tout sans craindre d'errer. C'est parce que le chef nous dit les choses telles qu'elles sont et ne peut pas en être autrement. Mais après, en matière politique, il y a la prudence qui intervient, il y a l'homme lui-même qui intervient, si bien qu'il n'est pas impeccable, on dit impeccabile, c'est-à-dire il peut pécher. Si bien que là, je ne dis pas que c'est un péché d'ailleurs en tant que tel, mais le pape Pie XII, lors de la dernière guerre, a eu une attitude double. C'est un petit peu, vous savez, aussi les petites différences, si j'ose dire, sont les plus insoutenables. Donc les régimes fascistes qui étaient un peu plus proches parce qu'ils rétablissaient... la place de l'Église alors que les autres leur niaient, contenait quelques petits points qui les perturbaient, si bien que voilà, ça fait un peu il y a 20% de mal et 80% de bien, donc le mal est invisible et c'est plus dangereux de leur faire confiance, si bien que comme le traite le livret de Forisson, vous savez, sur le pape Pie XII, Robert Forisson, il disait qu'il penchait du côté américain et il osait même le mot de fait qu'il s'était lié d'amitié avec Roosevelt, mais qu'il n'a pas rencontré physiquement, hein, que je sache, mais avec les échanges de lettres, et Forisson disait même que Roosevelt n'hésitait pas à mentir un petit peu pour alléger le tableau, puisque lui il était allié contre les nationalismes et les fascismes à la Russie, en disons désobscurcissant un peu le tableau, en disant que non, il y a bien il y a des églises qui sont ouvertes en Russie, vous inquiétez pas. C'était vrai, mais enfin non, c'était pas vrai, il y avait 2 cathédrales à Saint-Pétersbourg et je ne sais plus où, voilà. Donc en tout cas, ce sont des sujets à connaître et bien importants. Les deux choses ne s'opposent pas, là aussi je le dis avec un petit peu d'humour, c'était un ami qui m'avait sorti ça, mais voilà, finalement Adolf Hitler d'un côté, Jésus-Christ de l'autre, pourquoi pas, en sachant qu'Adolf Hitler c'est plutôt ante-mortem et un combat politique, tandis que de l'autre côté c'est post-mortem et par rapport au ciel. Donc chacun son terrain, rien ne s'oppose totalement, voilà, prenez ça au premier ou au second degré, vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Donc je disais aussi tout à l'heure que je ne suis pas à même de faire vraiment de l'hégélianisme. Après, si vous voulez toucher quelques réflexions, des choses comme ça, je veux bien rebondir sur ces choses-là d'ailleurs, en sachant que l'Église, comme toujours, récupère un peu le génie aussi qu'il a pu avoir, si bien que dans les lettres grecques de Basile de Césarée, donc les pères grecs, les pères de l'Église à l'Est, disons,
Il disait que, voilà, de fait, nombre de chrétiens lisaient les auteurs païens et avaient récupéré un peu le meilleur de leur intelligence, tout en devenant et en étant chrétiens, puisque tout simplement ils ont vécu une période où ils ont provoqué le basculement en plus. Donc avant, ils n'étaient pas la représentation majoritaire, si vous voulez. Et avant que l'Empire romain se christianise plus et que vienne Clovis, et que ça continue un peu dans tout le reste de l'Europe, bien qu'il y ait eu le souci après, par manque de centralisme pour le coup, évidemment la naissance d'hérésies multiples, notamment dans le midi de la France, et voilà, après tous ces sujets qui s'en suivent, que vous devez bien connaître. Comme je disais un peu sur ces sujets-là, d'ailleurs, l'abbé Bilcock est vraiment à écouter, hein. Je crois qu'il avait fait un cycle de conférences qui était pas mal centré sur cette distinction naturelle et surnaturelle. Ce sera toujours mieux fait que moi, en plus par un clerc, et peut-être plus à propos, et en plus encore simple d'accès, hein, d'ailleurs. Je trouve que c'est d'un très bon niveau, et en même temps, pas besoin de complexifier les choses. Là, petit point que je reprocherai à Joseph Merel, de provoquer un peu un galimatia là où ça serait pas nécessaire. On pourrait dire les mêmes choses plus clairement et même joliment avec des beaux mots littéraires si vous voulez. Pour ce qui est paganisme, dont j'ai peu parlé, mais un petit peu quand même, oui. On disait donc que la culture des peuples est surélevée dans le christianisme. Donc évidemment, le christianisme ne va pas supprimer ce que l'Antiquité a laissé, ou du moins tout ce qui est compatible avec la foi peut subsister, et même décuplé, disons. Mais sinon, une partie rejetée, en effet. D'ailleurs, c'est pas les pires parties qui ont été rejetées, parce que bon, l'homosexualité dans l'éducation chez les Grecs, voilà, on s'en passe bien depuis, c'est pas plus mal. Donc voilà, il y a eu un bon tri qui a été effectué, c'est mieux comme ça. Et comme je disais, bon, les premiers chrétiens ont d'abord admiré des auteurs païens, un peu comme saint Augustin dit qu'il ne serait pas devenu chrétien sans la lecture de Platon, et saint Thomas n'aurait pas développé tout ce qu'il a développé sans une base aristotélicienne, bien qu'il ait condamné certaines de ses thèses, me semble-t-il. Voilà, ça a son lot d'influence et d'importance. Et pour ce qui est du néopaganisme, je le distinguerai du paganisme, parce que là, c'est quand même quelque chose qui est assez récent, plus 19e siècle, à partir du 19e, plus en marge d'ailleurs, depuis le début d'ailleurs, même à nos jours. Je trouve que c'est toujours quelque chose d'assez en marge, mais dans les milieux politiques extrême droite, ça prend une certaine part. J'aime bien d'ailleurs chez Merel ce côté un peu entre nationalisme classique, un peu à la Jeune Nation et Benedetti, et de l'autre côté, un petit côté nouvelle droite, évidemment sans être païen ou allant jusqu'à nier l'existence des nations ou des choses comme ça, dans un européisme très, très radical. Et il est un peu situé entre deux, quoi. C'est un peu un nationalisme de nouvelle droite, si je pouvais oser la formule, bien que évidemment ils se définissent pas comme ça non plus. Mais voilà, sans vouloir rentrer dans des conflits humains d'ailleurs sempiternels, c'est quand même l'échange critique aussi qui dynamise un peu le mouvement, hein. Donc il faut pas y voir que du mal, il faut bien s'envoyer quelques petites piques, c'est comme ça qu'on avance. Et voilà, pour ce qui est du néopaganisme, j'ai l'impression que c'est nourri un peu de bricolage et qu'en plus ils sont pas vraiment païens dans le sens où ils ne sont pas croyants. Typiquement Alain de Benoît, c'est du paganisme athée. Et puis il y a ceux aussi qui font un paganisme sur le volet, où typiquement limite ils vont admirer les dieux nordiques alors qu'ils ont une tronche de portugais. Donc voilà, tout cela est un petit peu loufoque, un petit peu absurde, donc voilà. Après c'est pas étonnant aussi que dans ces courants-là il y ait quelques accointances de circonstances, donc anti-chrétiennes, typiquement avec la judéo-maçonnerie, bien qu'il faille distinguer un petit peu tout ce qu'il peut y avoir, et à l'exception de certains, je sais que Terre et Peuple par exemple est un mouvement assez paganisant. Je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui d'ailleurs, ça doit encore exister, hein, j'imagine, mais jamais anti-chrétien publiquement, radicalement. Au contraire, tendance à reconnaître son influence historique et accepter sa présence, quoi, disons. Donc après, dans ces néo-païens, on peut dire qu'il y a quand même un rejet instinctif de quelque chose de commun,
Je pense notamment au modernisme mou, au royalisme mou, à toutes ces choses dont moi-même je nourris des rejets. Donc je peux comprendre que certains ne font pas trop la différence, on va dire, typiquement entre Vatican II et les traditionalistes, par exemple. Ou alors il y a ceux qui vont même plus loin, c'est vrai, qui ont un rejet très primaire de l'universalisme. Si bien que là, on a beau leur dire non mais c'est le modernisme qui détruit l'Église, c'est pas l'Église elle-même, ils comprendront pas parce que pour eux même si la période médiévale était pas trop cosmopolite, finalement c'est ce que ça devait donner avec de tels principes affichés, disons. Mais comme vous voyez, je traitais de chaque échelon, je veux dire, on remet rien en question. Certes, l'universel est le plus haut et le plus important puisqu'il sauve le plus d'âmes, et il n'existe plus ni grec ni juif, tous sont appelés à se sauver dans le Christ. Mais ça, c'est la réponse pour le coup spirituelle, surnaturelle. Aussi, outre un peu l'hostilité à l'universalisme, il y a le côté oriental en fait, c'est de dire que c'est un peu une religion du désert et que c'est venu de là et donc ça ne peut pas en sortir et tout ça. Là j'aurais dit encore, pour revenir à l'échelon universel, non, c'est la religion de vérité, donc c'est quelque chose d'universel, bien que cet été apparu dans le bassin méditerranéen et côté sud. Bassin méditerranéen qui à l'époque était très hellénique d'ailleurs, donc même là les Hébreux avaient une culture quelque peu grecque, et les évangiles ont été rédigés en grec avec des tournures de phrases hébraïques parce que voilà, le côté populaire faisait que il y avait différentes influences. Mais voilà, je veux dire, il faut pas être primaire sur les choses et nous, de notre côté, également assumer toutes ces choses qui peuvent être des échanges avec l'Orient. Déjà, je veux dire, l'Europe chrétienne en tant que telle, elle est elle-même, on est nous-mêmes, donc je veux dire, on n'est pas des orientaux, d'une part, et d'autre part, s'il y a eu des échanges, bah, c'est pas que à titre religieux, et quelquefois ça a permis d'avancer. Les troubadours, je ne sais pas si ça a permis d'avancer, mais typiquement ça c'est quelque chose du bassin méditerranéen avant d'être dans le midi de la France, ou encore le retour des humanités gréco-romaines, quoi, avec ce que ça a pu donner à la Renaissance. Certes, il y a le livre, vous savez, Aristote au Mont-Saint-Michel, rappelant que bon, l'Europe n'avait pas totalement oublié son origine antique durant la période médiévale, ce qui se défend en partie, mais finalement, il y a eu tout un courant beaucoup plus massif grâce à la Reconquista espagnole et le fait d'avoir fait main basse sur des documents arabes qui s'en inspiraient, par exemple. Donc là, typiquement, l'Espagne a joué un rôle un peu de pont méditerranéen aussi pour nous rappeler des choses qu'on avait oubliées et qui ensuite ont donné des tas de courants scientifiques et intellectuels de renom. Quand bien même ça a pu être également source de troubles par ailleurs, je viens pas le nier. Aussi, autre chose qui était un peu assez loin de moi, comme je disais, avec le milieu royaliste, c'est le surnaturalisme Barjot, dont le Renard du désert a parlé au départ, en introduction. Donc là aussi, je croise plus trop des gens comme ça. Je voyais plus dans le milieu tradi et chez certains. Mais oui, là je sais pas si on a contribué un peu ce que ça se tarisse un petit peu, ça se calme un petit peu ces choses-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a moins. Bon, ça existe toujours évidemment parce qu'il y a le marquerie de la franquerie et ce type d'auteur. Et je me souviens d'un propos de l'abbé Bilcock d'ailleurs sur les thématiques du grand monarque disant que surnaturalisme dans un sens mauvais, parce que je crois qu'on peut dire surnaturalisme dans ce sens où toutes les choses relatives à leur surnaturel. Donc le surnaturalisme Barjot, on va dire, curieusement rejoignait le naturalisme Barjot, et il donnait cet exemple du gros monarque en disant, vous voyez, ils se disent providentialistes, ils disent que ça vient de Dieu, etc., en se basant sur des prophéties, révélations, d'ailleurs plus ou moins privées, etc. Bon, ça je le rajoute un petit peu comme commentaire peut-être, je me souviens plus exactement s'ils disaient ça, mais voilà, ils attendent une réponse de Dieu, et finalement cette réponse de Dieu serait un chef temporel qui vient tout rétablir, apporter quelque chose de très matériel, l'abondance, voilà, donc c'est amusant, c'est intéressant, quoi. Il y a un petit côté, on se fait un petit délire surnaturel au départ,
Et ce délire surnaturel se traduit par quelque chose de très très politique finalement. Et autre petite absurdité aussi avec ces thématiques de grands monarques, déjà le Marquis de Francry avait repris ça d'un auteur britannique. Je pense que dans la mentalité protestante, ça doit être peut-être un peu plus courant. Et en plus, chaque pays d'Europe a un peu son truc comme ça. Hein. Les Polonais, les Autrichiens, les Hollandais ont tous... leurs surnaturalistes, ce sont sans doute des courants minoritaires, hein, vous me direz, mais ils ont leurs surnaturalistes, et à chaque fois, ce chef temporel devient un chef universel, international, mondial, quoi. Et eux tous, en même temps, se disent pas qu'il y a un problème, quoi, parce que bon, voilà, si tout le monde a son chef national qui devient mondial, c'est qui a raison, du coup. Alors, est-ce que ce sont les Anglais, est-ce que ce sont les Français, est-ce que ce sont les Autrichiens, les Polonais? Bon, ça paraît un petit peu flou et bizarroïde, tout ça. J'aimerais, et en plus, dans Fascisme et Monarchie, il en parlait, je crois qu'il n'y a pas que le thème de l'Institut Charlemagne ou des choses comme ça. Il y avait le thème du conspirationnisme, et ça, j'aimerais bien en toucher mot, parce que pour le coup, c'est largement plus répandu que le surnaturalisme barjot, quoique, des fois, vous avez les deux en même temps, j'ai l'impression qu'ils se nourrissent l'un l'autre. Et j'avais bien aimé, en fait, les arguments de Merel, limpides, pour le coup, et qui m'avaient plus fait basculer, d'ailleurs, que les propos de Renoir, qui pourtant sont pas trop mal aussi, de dire, voilà, certes, il y a des francs-maçonneries, des loges maçonniques sur tout le territoire français, des décennies avant que éclate la Révolution et qu'ils y ont travaillé, mais si ça marche, c'est aussi que le peuple est consentant, le peuple le veut, y participe, et que on peut pas réduire ça qu'à une minorité de manipulation, voire de juifs ou de choses comme ça, puisque voilà, ça disculpe, disons, une immense majorité d'Européens, de blancs, et on le voit en Europe de l'Ouest, qui signent leur mort, qui signent la mort de leur pays et de leur civilisation, quoi. Donc c'est vrai que c'est embêtant de tout mettre sur le dos d'un petit truc quand en fait il y a beaucoup plus de éléments qui rentrent en compte et qu'on ne peut pas, même si après évidemment les coteries sont très fortes, sont détestables, il faut les dénoncer, etc. Hein, l'un n'empêchant pas l'autre. Mais voilà, dans ce propos, donc, Merel dit, je le résume un peu, en fait, on est plus tenté par le rejet du diable ou ce que fait le diable plus que de l'amour de Dieu. On est plus tenté par regarder ce que fait le mal, que ce qui est de mal plutôt que ce qui est bien. Alors que, et un thomiste sera d'accord, le mal n'est qu'une absence de bien. Le diable n'est qu'un singe par rapport à Dieu, typiquement. Donc ces arguments méréliens, bon, que je résume et qui peuvent être trouvés d'ailleurs sans doute chez d'autres auteurs, me paraissent un peu un refus, peut-être pas catégorique, de tout type de conspiration, mais voilà, ce dont il est question, je trouve que c'est un vilain état d'esprit en fait. On remet en question tout, très... ça fait pas paranoïaque, vous me direz si on parlait de psychologie, mais voilà, on est suspicieux vis-à-vis de tout, quoi. C'est la suspicion systématique. Et je pense que ça se développe de fait dans une société malsaine. Malsaine, pas forcément à cause des gens qui professent des choses très conspirationnistes d'ailleurs. C'est juste que voilà, quand il y a du mal-être, que tout va mal, qu'on a une période de décadence et pas d'ascension sociale en plus, contrairement aux boomers. Nous, ça va dans le mauvais sens, hein, on est sur la pente, pente sèche. Donc, quoique il y a encore de la matière en France d'ailleurs, on peut encore s'enrichir. Jusqu'à quand, c'est une autre question. Mais bon, voilà, on est plutôt sur une pente glissante que montante, ça c'est clair. Hein, le dénivelé, là, c'est pas dans le bon sens. Donc voilà, ça n'aide pas et ça favorise la création de ce genre de choses, si bien que quelque chose comme Conspiracy Watch, évidemment, avec je ne collaborerai pas, hein, avec Rudi Reichstadt, peuvent dire vrai ici ou là dans leurs articles, parce que évidemment, si on s'en prend un type le plus farfelu possible, et comme il est très facile de le trouver sur je ne sais quels réseaux sociaux, bon bah voilà, on va dire des choses vraies. Je crois qu'ils avaient réussi à remettre en question le récentisme, vous savez, parce que là c'est dur quand on enlève presque toute l'histoire de la monarchie et du Moyen-Âge avec des arguties. Bon voilà, c'est un peu le révisionnisme s'il était en roue libre et plus scientifique. Il faut en voir les limites au conspirationnisme avec les délires QAnon par exemple.
on va toujours plus loin, voilà, faux semblant, ce que vous voyez à la télé, ce n'est pas ce que vous voyez, machin. Et ça devient caricatural et ascientifique, bien qu'il faille, et là c'est là où je dis que il faut quand même un petit peu de thématique d'analyse, du mondialisme, de machin. Enfin, mondialisme n'est pas le terme très approprié, hein. Vous avez vu que moi-même dans mes propos, je suis d'une certaine façon un mondialiste, pas cosmopolite, mais voilà, c'est un peu bête comme mot, mais on va dire les coteries internationales qui détruisent l'ordre naturel et divin, et qui professe en effet nombre de mensonges sur les plateaux télé. Il y a comme qui dirait un raz-de-marée post-89, post-45, pour retenir des dates clés qui nous sont chères et qui sont des basculements, hein. Donc voilà, évidemment il faut remettre en question tout ça. Donc, et puis en politique il y a toujours de l'intrigue, donc les thématiques conspirationnistes se comprennent un peu quand même, d'une certaine façon. Je pense que les catholiques sont assez ciblés d'ailleurs par ces thématiques conspirationnistes. On est bien touché, propension manichéenne, les trucs un peu chez les Hébreux avec la Bible aussi. Il y a des thématiques qui poussent un petit peu à une logique conspirationniste relatif ou très conspirationniste. Mais voilà, toujours est-il, c'est un peu l'utilisation du bouc émissaire aussi. Qui pose parfois problème. Il y a des responsables à une situation, il y a différentes échelles de responsables. Typiquement là, le gouvernement n'a pas trop à pousser, dans le sens où dans les corps intermédiaires vous avez toujours des vieilles boumeuses gauchistes à la paroisse en Bretagne qui va vous amener Mamadou en masse. Donc voilà, d'une certaine façon notre société est encore un peu en roue libre et assez stable, puisque il y a une petite communication entre le président des Travelots qui est Emmanuel Macron et sa population qui semble bien l'accepter, hein. Je vous cite un peu la petite blague du dernier spectacle de Dieudonné, comme j'étais au bal des Quenelles, hein. Il imitait un petit trans là qui nous faisait avec Macron, vous voyez, on a notre président, hein, pas pour vous les fachos, mais pour nous les trans, voilà. Donc on est encore dans le thème South Park, vous voyez. J'essaie de faire un petit peu de radicalité et d'humour agrémenté ici ou là, tout en apportant un peu de la réflexion. Et je ne vais pas tarder donc à conclure, à donner quelques petits éléments de lecture, et la citation de fin également, pour un peu redéfinir encore un peu plus le fascisme des fois que on a oublié quelques points. Donc voilà pour les descendants spirituels de Sigmaringen, que vous êtes, je l'espère. Avec quelques conseils d'instruction, moi je pense que malgré que je veux dire, je suis une profession de foi assez néofasciste, etc., il faille d'abord se forger une culture générale avant d'avoir une spécialisation radicale, voir un petit peu toutes les grandes périodes de l'histoire, et en particulier en Europe de l'Ouest en général, pour un peu se forger la culture, le caractère, avoir des exemples. Voilà, ça c'est quelque chose qui vous fait un homme, et j'ai l'impression que c'est plus dans ce sens-là. Typiquement, à l'époque où les écoles étaient bien faites, c'est ce qui se passait. On apprend d'abord de tout, avant de tout de suite sortir du berceau et lire Mein Kampf, si vous voulez. C'est voilà, chaque chose en son temps. Je pense que c'est mieux comme ça, même si ça nous est rarement donné. Je sais qu'il y avait beaucoup de convertis, de néo-convertis chez les tradis, ça me le faisait un peu ça, de se dire typiquement voilà, on s'intéressait aux thématiques du mal, plus à se renseigner sur ce qu'est la franc-maçonnerie, ce qu'elle fait, plus que d'aller directement voir quelle est la doctrine du bon Dieu, ce qu'enseigne le magistère de l'Église, le catéchisme, la somme théologique ou des choses comme ça. En fait, il vaudrait mieux lire des choses positives avant négatives ou combatives, et même j'aurais dit d'ordre d'assez général avant vraiment de se spécialiser ou d'aller choper les choses qui sentent bien le zikombé. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc pour Merel, après, je vous avais dit ce que j'en pensais, que j'avais plutôt lu la première partie biographique. Après, je dis Merel, un petit peu toutes les multiples noms de plumes concernés. J'apprécie bien aussi son poulain ou ex-poulain, je sais pas que dire, parce que je suis pas renseigné sur toute l'actualité le concernant, avec Louis Le Carpentier, qui a donc des thèmes et un type d'écrit similaire, plus limpide quand même, je trouve plus lisible comme auteur et très proche. Donc c'est vraiment à lire ou à découvrir pour ceux qui n'ont pas encore lu, et j'en avais fait d'ailleurs une
une préface pour son premier ouvrage. Le deuxième étant celle d'un abbé sous pseudonyme qu'il avait fait pour un fascisme thomiste. Là, c'était pour catholique et fasciste toujours, l'ouvrage concerné. Et j'en profite, comme l'Aigle de Rome, le Discord me l'avait permis, d'en parler un petit peu. Comme c'est récent, on a parlé en plus dans le dernier entretien rivarolien. Je toucherai un petit mot de Rivarol d'ailleurs aussi si vous le voulez bien. Mon père avait sorti un ouvrage avec un nom de plume, Pierre Pitou, à son époque, Marc de prénom. Et ça me fait plaisir d'avoir pu le rééditer grâce à la sœur de Robert Forisson qui m'avait dit que c'était bien lui qui l'avait fait et que c'était un peu tombé dans l'oubli dans l'époque puisque c'était une défense littéraire et satirique de Robert Forisson en 1986. À l'époque, c'était sorti avec La Vieille Taupe. Et là, vous pouvez retrouver l'ouvrage au catalogue d'Acribeia. Ils ont un site internet notamment, donc en 2 clics on peut le voir. Il vaut mieux taper Pierre Pitou que Marc Rouanet évidemment. Et si ça vous intéresse, en soi c'est une petite 30aine de pages assez humoristique et radicale, soutenant le révisionnisme, bien que le discours encore une fois soit pas spécialement scientifique. Hein. Et voilà, en fait, moi ça me fait plaisir de faire revivre un peu intellectuellement mon père, dans le sens où je l'ai perdu à 18 ans et que ça m'avait causé beaucoup de mal, et que je pense d'ailleurs que si j'en suis où j'en suis aujourd'hui, c'est grâce à lui, puisqu'il m'avait donné une petite base intellectuelle et morale de ces choses-là, bien qu'il ait été discret. Il m'avait parlé un petit peu révisionniste, pas tellement d'ailleurs, mais un petit peu, et l'État d'Israël par exemple, la culture grecque, les évangiles, etc. Donc finalement, j'ai poussé un peu tout ça, je suis allé beaucoup plus loin que lui, j'ai l'impression, surtout en matière politique, disons. Mais voilà, ça me fait plaisir de profiter de l'événement pour citer une fois de plus cet ouvrage dont j'aimerais peut-être faire une petite recension. Bon, je l'ai déjà fait sur mon site personnel, mais je le ferai bien à Rivarol Papier si possible. Je vous renvoie d'ailleurs là à mon site personnel pour le coup, donc vous pouvez aller sur Intégralisme Organique et vous retrouverez dans la partie présentation, les articles, et notamment les articles de fond, un petit peu tout ce que j'ai dit ici, sans doute avec plus d'éléments culturels, même sur... vous pouvez lire ce que j'avais fait sur Paul Valéry, par exemple, pour ce qui est de l'humanisme européen, par exemple. Voilà, toutes ces choses, toutes les thématiques dont je vous parle, finalement, sont présentes ici. Et vous retrouverez un peu mon combat, quoi, ma doctrine là-dessus, donc n'hésitez pas. J'en profite pour toucher donc un petit peu un mot concernant Rivarol qui subit de grosses pressions dernièrement. Moi j'avais commencé en janvier 2018 à y travailler pour la partie vidéo, vidéos qui sont plutôt mensuelles et continue à ce jour. On a fait la vidéo d'été tout récemment sur la chaîne Odyssée, puisqu'en décembre 2020, un mauvais cadeau de Noël avait détruit intégralement cette chaîne YouTube sur laquelle on arrivait à faire des dizaines de milliers de vues, voire presque centaines de milliers d'ailleurs. Je crois que peut-être pour 2 vidéos d'ailleurs, ça avait dépassé les 5 chiffres. Et là, tout dernièrement, le site internet rivarol.com subit des attaques informatiques, donc il a été réactivé une fois et on voit qu'il y a quand même des petites perturbations. La possibilité des dons PayPal avec le compte PayPal a disparu, donc on fait face à une sacrée offensive de la coterie organisée. Et la CPPAP qui nous donnait des avantages postaux depuis plus de 71 ans, enfin depuis l'origine, disons, 1951. Et qui était donné par le droit de la presse, donc à Rivarol comme à tout le monde, ont été annulés, ce qui fait que les coûts d'expédition vont être beaucoup plus chers, je crois, y compris en kiosque. Et donc n'hésitez pas à soutenir Rivarol. Pour l'instant, la présence en kiosque existe encore, il faut le demander dans l'entrée, certains le censurent après, donc il faut chercher un peu. Mais n'hésitez pas, quand vous êtes de passage et que vous voyez que vous avez un petit trajet en train, là surtout en période estivale, à en prendre un ou voire à donner un abonnement. Vous avez même celui numérique qui est très accessible, des fois que le papier ne vous dit moins ou vous est plus onéreux, vous est trop onéreux. Pensez un petit peu à Rivarol de temps en temps, en sachant qu'il y a dedans vraiment... C'est un hebdomadaire qui contient ce que nous pensons là, hein. Je veux dire, ce que j'ai pu dire, même m'a influencé un petit peu par rapport à Rivarol et voilà quoi. Donc c'est à soutenir.
Et donc, petite citation finale, et après je laisserai mes hôtes conclure. Mussolini, dans la doctrine du fascisme, qui est vraiment un petit livret, donc c'est à lire, hein, vous n'avez pas d'excuses, il est en plus trouvable au pire en PDF gratuitement en 2 clics. Donc voilà, n'hésitez pas à le taper avant de parler de fascisme. Si jamais vous le méconnaissez et que vous découvrez tout juste le sujet. Je vous cite donc: les négations fascistes du socialisme, de la démocratie, du libéralisme ne doivent cependant pas faire croire que le fascisme entend ramener le monde à ce qu'il était avant 1789, date qui est considérée comme l'année d'inauguration du siècle démolibéral. On ne revient pas en arrière. La doctrine fasciste n'a pas choisi deux maîtres pour prophètes. L'absolutisme monarchique a fait son temps, au même titre que l'ecclésiologie, que les privilèges féodaux ou les castes fermées à cloisons étanches. L'idée fasciste d'autorité n'a rien à voir avec l'État policier. Un parti qui gouverne une nation totalitairement est un fait nouveau dans l'histoire. Les rapprochements et les comparaisons sont impossibles. Des décombres des doctrines libérales, socialistes, démocratiques, le fascisme extrait les éléments qui ont encore une valeur vitale. Il conserve ce que l'on pourrait appeler les faits acquis de l'histoire. Et il rejette tout le reste, c'est-à-dire conception d'une doctrine bonne pour tous les temps et pour tous les peuples. En admettant que le XIXe siècle ait été le siècle du socialisme, du libéralisme, de la démocratie, il n'est pas dit que le XXIe siècle doive être également le siècle du socialisme, du libéralisme et de la démocratie. Les doctrines politiques passent, les peuples restent. On peut penser que le siècle actuel est le siècle de l'autorité, de droite, un siècle fasciste, et que, si le XIXe siècle a été le siècle de l'individu, libéralisme signifie individualisme, on peut penser que le siècle actuel est le siècle collectif et par conséquent le siècle de l'État. Plus loin, il dira « Nous représentons un principe nouveau dans le monde, nous représentons l'antithèse nette, catégorique et définitive de la démocratie, de la plutocratie, de la maçonnerie, en un mot, de tout le monde des immortels principes de 1789. » Alors là aussi, les royaux qui nous disent qu'on est des super gauchistes modernes, parce que la royauté c'est de droite et tout le reste c'est à gauche, il faudrait qu'ils s'actualisent un petit peu et se corrigent, parce que non, s'il y a bien une remise en question radicale dans la période moderne de ce courant qui nous détruit, ça a été les fascismes en Europe durant la première partie du XXe siècle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Eh bien, merci beaucoup Florian pour votre synthèse et du point de vue. Est-ce qu'on peut passer aux questions? Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'écrit vocal. Donc je les pose à Florian. Là, on a une question longue. Je ne sais pas si c'est une question ou... Vous avez évoqué tout à l'heure, par rapport à la politique extérieure, la nécessité d'une structure supranationale afin de garantir une certaine stabilité dans les relations internationales. Maurras écrivait dans Kiel et Tanger sur la nécessité du principe national dans un retour à la diplomatie cartésienne, un jeu d'influence à travers la figure du monarque. Dans cette mesure-là, je trouve que les structures supranationales sont dangereuses, parce qu'elles empêchent les États-nations de mener une diplomatie saine et naturelle de nations à nations, tant que les dites relations soient arbitrées par un organe supérieur. Oui, donc c'est un peu une citation contradictoire de Maurras, et en cela, c'est ce qui le distingue de Joseph Merel, notamment, et moi je suis de ceux-là. À l'époque, ça pouvait se comprendre plus, et puis encore une fois, c'était un peu je pense que c'était la Société des Nations, là, plus que l'ONU qui est née un peu après. En effet, on peut se dire que là c'est problématique, mais par exemple les Jacobins le disent avec le Vatican, donc voilà, le pape interfère dans les affaires étrangères et dans les affaires des nations, et ça nous dérange, donc qu'il aille se faire voir, quoi. C'est ça la logique, La logique maurassienne, finalement, refuserait toute intervention extérieure. Si ça peut le faire religieusement, avec le catholicisme, pourquoi pas naturellement dans un droit, quoi. Je veux dire, je pense que même la révolution conservatrice allemande peut le proposer, ça, qui est une sorte de droit international, et puis il a toujours existé, vous le savez, le droit international. Même durant la période médiévale, comme je disais, c'est plus
des royaumes ou des royaumes un peu mutés en empire qui établissent des règles que tous les autres sont chargés de respecter. Donc finalement tout le monde est un peu chargé de respecter. Un peu comme dans la guerre, il y a des règles, on ne fait pas ce que l'on veut, on ne fait pas n'importe quoi. On n'avait pas le droit de tuer un roi d'ailleurs. Durant les guerres que l'on connaît, notamment entre la France et l'Angleterre, il y a déjà eu ce cas-là, avec un roi tué dont le soldat a été fait exécuter par la royauté britannique elle-même. Donc voilà, le droit international a toujours existé, et si on voit qu'avec le Vatican ça a pu se faire, pourquoi pas également je veux dire, l'échelon international qui de fait existe est là. Et si on le fait pas, voilà, ce sera fait par d'autres. Hein. Je maintiens ça, hein, vraiment. Et c'est ce qui me distingue quand même de Maurras, qui est plus nationaliste, on va dire, isolationniste. Je ne vois pas le chat après moi ici. Ouais, alors les questions sont en train de venir. N'hésitez pas, ne faites pas les timides, d'autant qu'on n'entend même pas vos voix en plus. Ce sont plutôt des affirmations que des questions. Bon, pourquoi pas. Donc je vais quand même les lire. Donc, pour Mérel, le catholicisme est la structure supranationale qui permet l'harmonisation des nations, me semble-t-il. Alors je crois qu'il va plutôt dire qu'elles peuvent aussi trouver dans leurs propres principes naturels leur organisation, mais oui, ça ne se fera pas sans l'enseignement et la supériorité, enfin les grâces de la chrétienté, quoi. Donc oui, il y a quand même une alliance des deux, mais je crois qu'il dirait que bref, franchement, ses positionnements sur le Saint-Empire romain germanique, c'est un peu ça. Hein. Je vais pas parler du duo franco-allemand aussi, c'est un peu chacun reconnaître sa place là-dedans, un peu comme, je ne sais plus quel chanoine avait dit, voilà, l'université à la France, l'empire à l'Allemagne et la papauté à l'Italie. Voilà, chacun, selon ses caractères, contribue à ce qu'ils savent faire de mieux, et il faut savoir le reconnaître, autrement la mort de l'hégémonie de l'Europe, et qui s'est transformée ensuite en atlantisme où on est assujetti, c'est quand même la France et l'Allemagne qui s'entretuent dans deux guerres mondiales, et même 1870. Eh bien là, on a une question de Chipo qui nous demande que répondre à ceux qui objectent que les fascismes, et particulièrement le fascisme italien, qui est essentiel dans votre définition du fascisme, ne finissent pas bien. Que répondre également à ceux qui disent que le fascisme ne dure que le temps d'un dictateur. Donc ça serait quelque chose de temporaire. Et la première question, c'est quoi sur pas bien? J'ai mal saisi. Grossièrement, que répondre aux antifascistes qui affirment en fait que tous les fascismes se sont mal terminés, j'imagine, par la violence ou par les éléments caricaturaux qui sont donnés de manière quotidienne. Oui, c'est pour ça que les questions et voire échanges sont bien. Ça me permet de réagir à des choses auxquelles je n'avais pas pensé, pas forcément dites, donc c'est très bien. Donc le fascisme ne pourrait subsister que temporairement. Je crois que même Mérel avait un peu répondu à ces thèmes, mais c'est vrai qu'une dictature très intensive ne pourrait peut-être pas l'être systématique, donc il faut qu'elle se stabilise. Et à partir de là, on pourrait dire pourquoi ne pas faire une espèce de dynastie. Moi, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre, mais vous savez que même Napoléon Bonaparte, personnage que j'apprécie pas spécialement, mais c'est quand même intéressant, a prétendu être une nouvelle dynastie française après les Mérovingiens et les Capétiens. Donc voilà, pourquoi pas stabiliser la chose, ou alors après c'est le fait d'avoir un grand consistoire fasciste où le successeur serait nommé. D'ailleurs,
C'est ce qui s'était un peu fait, où Adolf Hitler avait nommé un successeur dont je n'ai plus le nom. Et en fait, c'est un peu comme un conclave romain, si vous voulez, en version évidemment politique et pas une ville caricature. Donc ça pourrait très bien se faire par soit on mute en dynastie, soit un genre de conclave version politique. Et ensuite de dire bah ils sont morts d'eux-mêmes ou quelque chose comme ça, pas vraiment. La royauté est morte de sa faiblesse. Les fascismes sont morts des ennemis extérieurs. N'oubliez pas qu'il y a eu les États-Unis et la Russie qui nous ont pris en sandwich, si j'ose dire. Donc c'est plutôt, il y a quand même une raison différente, hein. C'est d'ailleurs après 45 qu'il a été complètement condamné et rejeté en Europe. Il ne restait que Salazar et Franco qui, pour le coup, sont des étiquettes moins fascistes d'ailleurs, peut-être un peu plus catholique sociale ou catholique conservatrice. Un petit peu comme le pétainisme aussi, hein, la différence entre Vichy et Paris. Paris, c'était les collabos et les fachos, et Vichy, c'était plus nationalisme maurassien, patriotique, et enfin voilà. Après, vous devez connaître un petit peu, c'était Abauzit qui s'était fait remarquer au début sur ces sujets-là, avant plutôt de parler de ces vacantismes. Parler de côté Vichy résistant. Donc historiquement c'est vrai, même si je préfère évidemment la position de Brasillac. Après pour ce qui est des antifascistes, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais moi j'aime bien dire que même un Royko de droite, s'il est contre le fascisme, c'est un antifa, quoi. Donc c'est quand même dommage de se ranger du côté des gauchistes débiles, parce que là antifa c'est vraiment pas la crème de la crème, quoi, c'est l'inverse. Et donc voilà, je n'ai rien contre un royaliste intelligent qui émet quelques réserves. En revanche, voilà, si c'est pour être un bourgeois blanc conformiste machin qui aime juste le maniérisme de la royauté, un peu comme il y a avec le forum Vive le Roi et machin, là les types ils ont peur. Ils ne tiendraient même pas un propos antiféministe, quoi. Je veux dire, c'est des lavettes, faut pas exagérer. Donc voilà, ne vous rangez pas du côté des antifas, même si vous aimez pas même si vous ne professez pas le fascisme, juste comment dire, émettez quelques réserves intelligemment, mais pas un antifa débile, voilà, là sinon vous ressemblez un peu au punk à chien, quoi. On a une autre question de Jean-Marie. En tant que fasciste, qu'il faille absolument tenir que rien ne peut exister en dehors de l'État, ou bien est-ce un point négociable et amendable du fascisme ? Ah bah c'est une question complexe, et c'est un peu ce que je disais, selon les contextes où des fois une chose va être plus nécessaire que l'autre. Le fascisme moussolinien a été très centraliste, mais ça peut s'expliquer aussi avec le contexte italien. Comme je disais, ils n'ont pas eu de politique d'unité nationale, et qu'en plus de ça, durant cette période-là, eh bien l'empire anglais et français était bien avancé, donc les Italiens ont eu un peu le sentiment, bon, déjà de se faire un peu avoir par le traité de Versailles, alors qu'en plus, contrairement aux Allemands, ils étaient pas vraiment perdants, enfin militairement je veux dire, donc il fallait un peu, si vous voulez, éviter toutes les tensions du pays, l'unir rapidement et se faire un petit empire à notre tour, d'où aussi le fait bon, pas que pour ça d'ailleurs, mais réactiver les gloires romaines, quoi, de dire c'est un peu notre identification italienne, l'époque où notre empire dominait le monde, entre guillemets. Voilà, après rien en dehors de l'État, dans un sens où c'est pour écraser les cultures régionales, non, il vaut mieux pas, un petit peu comme l'a fait le gallicanisme français aussi, hein, à sa façon. Ça existait un peu avant le jacobinisme, tout ça, mais ils s'en prenaient pas à l'âme des gens non plus, c'était plus des guerres de domaine, disons. Donc c'est un peu différent. Par contre, l'État va être essentiel, évidemment, puisque de même que c'est l'État qui nous détruit à l'heure actuelle, il faudrait que ça puisse nous proposer, nous être une solution. Disons que ça serait beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide de passer par là, s'il est possible de le faire. Maintenant, ne faisons à l'heure actuelle confiance qu'à nous-mêmes,
et agissons là où on peut agir. Je dis pas que je suis en mesure de faire un coup d'État, donc voilà, à mon avis, ça va prendre du temps, ce basculement, mais on sait jamais. Dans l'histoire, tout peut aller vite, et notamment à cause des guerres extérieures, d'ailleurs. Troisième République est morte de la guerre contre l'Allemagne, et la quatrième de la guerre contre l'Algérie. La première, même, on pourrait dire, sans doute par la remise en question des autres monarchies européennes. Il y avait un océan de monarchies européennes autour, donc c'était pas évident pour les Français de s'en sortir, et s'ils ont pu le faire, c'est qu'ils avaient la première force de frappe à l'heure actuelle, à l'époque, et Napoléon a pu en profiter avant de nous rendre assez exsangues, en revanche, avec toutes ces guerres. Donc voilà, je sais pas si je me suis pas un peu perdu, mais voilà, État sera nécessaire, et oui, après, rien en dehors de l'État, peut-être un peu exagéré, mais c'est par là qu'on pourrait donner une solution plus rapide. Il y a eu un petit conflit de lettres entre Maurras et Barrès à ce sujet. Maurras dit il nous faut les institutions, comme ça on influence les gens et on entre dans leur esprit et ils penseront bien. Et Barrès disait non, avant d'avoir les institutions, il vaut mieux conquérir les esprits, les âmes, et faire qu'elles pensent comme nous, comme ça les choses iront d'elles-mêmes en quelque sorte. Et j'ai tendance à penser un petit peu plus comme Maurras sur le sujet, mais en soi, l'un n'empêchant pas l'autre, je pense que les deux sont importants. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait une situation qui soit favorable. Un courant favorable quand même pour que ça prenne mieux, plus que d'imposer un point de vue qui sera assimilé après, quoi. Très bien. Eh bien, nous avons 3 questions là. Donc, question de Dominus. Comment concilier la politique, la justice et la religion traditionnelle catholique? J'imagine que c'est surtout sur certains plans comme nature, la surnature et certains aspects qui peuvent être mal entendus du fascisme. Politique, justice, c'est quoi? Entre la politique, la justice et la religion catholique. Bah, c'est un petit peu... Comment concilier la nature et la surnature, je dirais, si je comprends bien sa question. Oui, c'est vrai, en soi, vous y avez un peu répondu, hein. Oui, je ne saurais pas trop quoi dire, c'est c'est très généraliste comme question, mais c'est un peu ce dont j'ai traité durant l'intervention, hein. Après, le thème de la justice, oui, ça va avec le droit. J'ai pas trop poussé à part sur la thématique internationale, mais n'hésitez pas à envoyer les autres questions, oui. Ouais, sinon, ça reprend aussi la conférence, mais concrètement, pourquoi favoriser le fascisme au royalisme, quand bien même le fascisme est simplement catho-compatible de la même manière que l'a été la monarchie historiquement? Oui, dans les deux cas, c'est un peu, oui, ce qui a été dit peut-être même à 2 reprises dans la conférence, de dire finalement le fascisme réactive le principe de la monarchie. C'est un peu la politique des rois, la politique de toujours, de l'ordre naturel qui est revenu à nous durant la période moderne, lorsque tout cela était nié. Donc c'est un peu le remède à la maladie que l'on subit depuis 2 siècles, quoi. Et en tant que remède, eh bien, il est plus à même de savoir ce qui a été fait, et d'autant plus que, comme un peu le dit Mussolini, il ne s'agit pas de tout détruire, de tout remettre en question, mais de garder ce qui a été bon. On ne fait pas du Joseph de Maistre, donc l'idée c'est pas de se dire ah tiens, j'aimerais bien revenir 2 semaines avant que Louis XVI se fasse pendre la tête et on fera strictement la même chose parce que la royauté c'est trop bien. Vous allez revenir en arrière et 2 semaines plus tard Louis XVI se refera décapiter, quoi. Donc voilà, c'est un peu cette idée là de dire on réactive la monarchie sans en prendre les vices qui ont mené à sa fin, et en prenant le meilleur de ce qu'il y a pu avoir de la période moderne, de même que si la période moderne a pu s'établir, c'est qu'il y avait quand même un peu de bien, il n'y avait pas que du mal. Et d'ailleurs c'est un peu ça le fascisme, on s'inspire du meilleur de tout, du meilleur de l'Antiquité, de la période médiévale et de la période contemporaine, tout en
en refusant radicalement tout ce qui est pourriture. Donc j'aurais dit, c'est surtout pour ça, quoi. Faites simplement, encore une fois, la différence entre franquisme et phalangisme espagnol. Excellent, merci. Alors là, on a une question de Enguerrand qui demande s'il existe une véritable doctrine française du fascisme, donc qu'il a existé en France des mouvements fascistes, ou s'il y a une doctrine du fascisme. C'est sa question. Bah, c'est une question où on voit encore un petit peu l'influence intellectuelle française, où on pourrait dire, sans les auteurs français, il n'y aurait pas eu vraiment de fascisme. Même comme je disais, Mussolini, il a été très influencé par la littérature française. Donc d'une certaine façon, les références littéraires des fascistes européens vont être assez souvent françaises. Pas que, hein, évidemment. Hein. Il y a tout de même des Allemands aussi qui ont une grosse place. Mais en tant que mouvement, c'est vrai que ça n'a pas trop pris à l'échelle de l'État. Comme je disais, avec Vichy, c'était plus le côté résistant qui prédominait, plus maurassien. Paris est plus collabo, mais par aussi la force des choses, puisqu'il y avait l'occupation. Il y avait quelques mouvements qui, pour le coup, l'étaient vraiment, donc celui de Marcel Bucard, les francistes d'ailleurs. Donc ça reprend le nom de France et de fasciste en même temps. Dont est héritier Pierre Sidos d'ailleurs, donc l'œuvre française est un peu issue de ces doctrines-là, et d'ailleurs Mussolini à l'époque, dans les années 20, après avoir dit que c'était pas trop spécialement un modèle d'exportation, avait reconnu que les francistes étaient l'expression française du fascisme. Donc après c'est un mouvement peut-être plus ou moins d'ampleur et tout ça, mais ça a été, on va dire, ils avaient une certaine place comme ça durant le régime, l'État français du maréchal Pétain, et donc ça peut exister, on peut s'en inspirer. Et puis il y a quelques autres éléments comme Jacques Doriot, bien qu'ils viennent du communisme, mais un bon français patriote à l'ancienne, donc c'est un peu différent. Et après, pour ce qui est de doctrine, bah oui, c'est quand même, nos auteurs ont aidé, même finalement Maurras, d'une certaine façon, un fasciste le trouve intéressant, même si ce sera pas, sans doute pas tout à la virgule près, quoi. Donc après, en auteur, bah, vous avez après-guerre évidemment Bardèche. Qu'est-ce que le fascisme est un ouvrage à lire. Et après des auteurs comme Brasillac et tout ça, mais c'est pas forcément si doctrinal que ça finalement. C'est pour ça que c'était sympathique d'avoir pu tomber sur un auteur comme Merel qui a pu un peu détailler ce qu'on aimait nous déjà, quoi. Voilà, si D'accord, eh bien, merci pour... je ne vois plus de questions pour l'instant. Mmh. Vous souhaitiez rajouter un point en particulier? Pas spécialement, j'allais encore vous remercier pour l'invitation et aux gens d'être venus, également pour leur échange et questions. Et puis ça me fait plaisir, hein, parce que ça faisait pas mal de temps que je m'étais pas spécialement prêté à l'exercice. Et voilà, bon, puisse cette intervention un peu clarifier certaines choses. Peut-être que des gens étaient en plus un peu en contradiction à en venir ici, même si j'imagine que c'était des gens qui étaient quand même peut-être lecteurs de mon site ou des choses comme ça qui sont là. Voilà, c'est pas plus mal, hein, tant qu'on a... Je sais plus qui c'est, c'était peut-être... c'était Léon Degrelle qui avait dit ma meilleure conférence, enfin de réunion politique si vous voulez, pour éviter le mot meeting. Il disait il y avait une seule personne dans la salle et il a adhéré. Donc il disait qu'en gros, lui qui avait discouru devant des centaines de gens, son discours préféré était celui où il n'y avait qu'une personne dans la pièce, quoi. Mais il avait rejoint le mouvement. Oui, très édifiant. et là, on a une question, désolé. Du coup, parce que c'est vrai que sur ce serveur, disons qu'on a un noyau de fascistes, en tout cas de personnes qui vous écoutent, méréliens, si j'ose dire. Mais on a aussi des royalistes, des maurassiens et
autre sorte de faune. Donc, Sauvage. Ouais, donc c'est vrai que le noyau du serveur, quand même, vous apprécie beaucoup, apprécie vous regardez, vous lire, apprécie votre travail, et c'est en cela que nous vous remercions. En tout cas, c'est un grand honneur, encore une fois, que vous soyez venu sur notre serveur. Bah, merci. Et, Ouais. et voilà, si vous voulez conclure avec la dernière question, on a des remerciements de la part des membres. Et on a une dernière question qui peut être intéressante pour clôturer, du coup, entre le débat de la traduction apparente qui peut être entendu par les personnes qui ne connaissent pas forcément le fascisme. Alors cette personne demande: la Constitution, les lois, même l'esprit du fascisme sont-ils totalement soumis au magistère de l'Église catholique? Alors, je vais quand même vous dire une chose que j'avais pas dit depuis le début, je n'ai pas spécialement pensé. Disons que le catholicisme, les religions de vérité, il se suffit à lui-même. Et d'un côté, le courant catholique et le courant fasciste sont deux courants distincts. J'aime beaucoup les auteurs comme Piero Michatelli, monsieur qui a connu le fascisme, qui était très catholique et qui avait soutenu le régime. Et vous avez un ouvrage là, je crois que j'ai vraiment sauté quelques petites notes, mais je voulais recommander un peu les éditions Reconquista Presse, là vous pouvez le trouver dessus. Et même, à la limite, la branche un peu fasciste à Civitas, vous avez Henri de Fersan aussi, qui est pas mal comme auteur récent. Après j'avais revendiqué Bardèche, bien sûr. Mais voilà, ce sont deux choses différentes. Politiquement, c'est un mouvement, c'est très radical. On va pas dire l'esprit du fascisme, c'est le magistère de l'Église, faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Ce qu'il y a, c'est il y a des compatibilités. Et après, je pense que si moi j'ai cette tendance-là de vouloir être néo-fasciste, c'est que ça correspond aussi à mon tempérament. Il faut quelque chose un peu qui secoue les meubles, on va dire. Donc c'est pour ça que c'est un courant dont je m'inspire. Après, c'est assez varié, il peut y avoir de tout, un petit peu comme ce Discord. Je suis content de l'apprendre un petit peu. Oui, c'était quand même un terrain propice, mais assez varié. Et puis je remercie tout le monde du soutien d'ailleurs. C'est toujours mieux de penser ce qu'on pense, mais en étant moins seul dans le désert. Et voilà, après, non, en fait... il faut pas apparaître trop ridicule, hein. On se dit catho-fasciste, mais il faut pas commencer à dire que c'est strictement la même chose et tout ça, hein. C'est quand même un courant de l'histoire et moi je préfère m'en inspirer en tant que catholique. Évidemment que d'une certaine façon un prisme, mais bon, comme c'est la religion de vérité, je vais le dire, j'ai quelques garanties. Très bien, parce que je pense qu'elle revenait au point que vous aviez évoqué tout à l'heure lors de l'intervention sur les condamnations de certaines dérives philosophiques. Je pense que c'était l'essence de sa question. Mais c'est vrai qu'on y a déjà, vous y avez déjà répondu tout à l'heure. Oui, c'est vrai que ça faisait référence à cela, puisque il y a eu un conflit entre l'Action catholique, qui était un petit peu les militants catholiques du Vatican, et certains positionnements, puisque à l'école, l'État étant très centralisateur, il ne voulait pas que les autres se mêlent de quelque chose, y compris les clercs. Après, toujours est-il que les cours de catéchisme obligatoire avaient été rétablis et que ça avait fait un bien fou pour les âmes des jeunes étudiants, donc comparé à la période risorgimento bourgeoise maçonnique et machin, c'était quand même une avancée considérable. Et puis après, le truc dont j'ai pas spécialement parlé, ce sont le courant démocrate chrétien, mais c'est vrai que là, ça serait d'autant plus propre au contexte italien. Bon, quoique en France, on a eu Marc Sangnier, et c'est vrai que finalement, un peu dans toute l'Europe de l'Ouest et en Allemagne, il y avait ça, mais voilà, après, je vais pas rentrer spécialement dans ces thématiques-là. Vous l'avez justement dans le livre de Piero Michatelli, donc c'est les catholiques et le fascisme.
très bon ouvrage d'ailleurs. C'est intéressant, Merel aussi qui traitait pour un peu reprendre cette question, qui traitait du don total de soi sur le plan de la surnature et sur le plan naturel du bien commun à l'État, en disant qu'il fallait se donner entièrement, mais pas totalement à l'État. Tandis qu'à la surnature, il fallait se donner totalement et entièrement. Et c'est en cela qu'on évite une certaine contradiction, du coup, entre le don total sur deux plans différents. C'était assez intéressant. Oui, mais merci de cette complétude et réflexion. Et puis, s'il n'y a plus trop de questions, je vous laisse peut-être conclure. En tout cas, encore une fois, remerciement total. Passez une bonne soirée. Et puis... Merci à vous surtout, et n'hésitez pas à partager les liens de votre site et l'ouvrage de votre père sur le serveur. Voilà, merci beaucoup. C'est très pertinent. Merci beaucoup, oui, ça me touche, ça fait plaisir. Avec grand plaisir, Florian. Ah, très bien, merci. Très belle soirée. Merci encore, très bonne soirée, et puis à bientôt avec plaisir. Une union de prière et salutations romaines. C'est ça. Une union de prière et salutations romaines. Bonne soirée à tous. Excellente soirée. Bon, eh bien, merci à tous d'être venus. Et une excellente soirée. Et à bientôt pour d'autres conférences.